Je me rends compte que je me lève tôt le matin, que je fais mon maximum pour que tout soit correct, propre, rangé, que mes enfants ne manquent de rien. Et la seule chose que j'ai envie, en fait, dès le matin, dès que je me lève, c'est de me mettre derrière mon ordinateur et d'écrire. Je me suis rendu compte que la vie, elle est ce qu'on en fait. Et souvent, on a envie, on rêve, mais on met jamais vraiment en action les choses pour que ça se réalise. Je me retrouvais seule à élever 7 enfants, sans revenus, sans travail. J'ai fait 1000 km, j'ai roulé seule, de nuit. Et je me suis mis ce défi. J'ai mis 14 heures pour y arriver. Je suis arrivée en pleurant de fatigue et en pleurant de joie, en me disant que je l'avais fait. Je crois que je n'avais jamais été aussi fière de moi de toute ma vie. Je l'avais fait. Je pleurais de joie, mais je l'avais fait, j'y étais arrivée. Wow. J'avais fait quelque chose qui me terrorisait depuis des années. J'avais fait quelque chose que je me croyais incapable de faire. En fait, ça m'a simplement montré que quand on dépasse ses peurs et qu'on ose sortir de sa zone de confort, la vie, elle nous fait plein de récompenses et plein de cadeaux. Quand on en a vraiment envie, il ne faut pas se poser de questions, savoir c'est bien, c'est mal, est-ce que ça va marcher ou pas. Non, faut y aller. Tu sais, la vie, elle a plein de facettes et tout dépend de la façon dont tu la regardes. Et donc tu peux la regarder d'un côté en te disant « oui mais j'ai souffert et c'est mon passé qui m'empêche d'avancer, j'ai eu une enfance difficile et c'est pas possible parce que j'ai un mauvais bagage, je pourrai jamais avancer » et tu as raison. Si tu penses ça, tu as raison. Par contre tu peux la regarder d'un autre côté, sous un autre angle et te dire que en fait, tout ça, ça m'a forgé, ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et cette petite fille, cette petite Aurélie qui a autant souffert, par respect pour elle, aujourd'hui, je lui dois d'être heureuse, je lui dois de faire des choses positives parce qu'elle, elle s'est battue, elle n'a pas lâché et pourtant elle n'avait aucune arme, elle n'avait aucun bagage, mais elle n'a rien lâché. Alors si elle n'a pas lâché, toi, adulte, tu n'as pas le droit de lâcher par respect pour elle. Même quand on est au plus mal, même quand on croit que tout est fini, parfois, on n'est jamais aussi près du but qu'à ce moment-là. Bonjour et bienvenue à tous devant le 3e épisode du podcast L'Ascension. Une conversation passionnante avec une femme aux multiples talents, maman de 7 enfants, qui finit par trouver le courage de regarder dans les yeux, combattre et battre ses propres démons. Face à un important manque d'estime et de confiance en soi, Aurélie décide de reprendre le contrôle de sa vie pour de bon. Mais avant que l'épisode commence, sachez que tous les liens pour suivre le travail d'Aurélie ou même mieux, entrer directement en contact avec elle, sont en description. Après des années de travail et de persévérance, elle est désormais à son compte en tant que coach en développement personnel. Et elle m'a partagé qu'elle serait vraiment ravie de pouvoir vous aider à son tour. Donc si cela vous rend curieux, allez jeter un œil à son site internet et n'hésitez vraiment pas à la contacter directement si vous en ressentez le besoin. Vous retrouverez toutes ces informations là-bas. Et sur ce, je vous souhaite un parfait visionnage. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence tranquillement par une présentation. Tu peux partir à n'importe quelle période de ta vie, te décrire comment tu le souhaites. Il n'y a aucune règle. De toute façon, on va revenir sur les différentes périodes de ta vie, ce que tu souhaites aborder, pas aborder. Et de fil en aiguille, on va aborder les sujets les plus intéressants selon nous, selon toi. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites, Aurélie. Je m'appelle Aurélie, donc j'ai 46 ans, je suis maman de 7 enfants et de 2 petits-enfants et je suis coach en développement personnel et c'est à la suite de toute l'histoire de ma vie finalement et de toutes ces étapes que j'ai vécues. C'est ça qui m'a amenée au développement personnel et qui m'a amenée ici aussi, c'est pour pouvoir partager mon expérience et en inspirer peut-être des personnes ou aider des personnes qui en ont besoin, puisque finalement moi, à des étapes importantes de ma vie où j'étais vraiment au plus mal, c'est justement en regardant des chaînes YouTube et en faisant la connaissance de personnes via Internet que j'ai appris à remonter la pente et puis surtout c'est ce qui a fait que je me suis ouverte à une vie et à une façon surtout de voir la vie tellement différente de ce que moi je connaissais. Et c'est comme si j'avais découvert un nouveau monde. Ouais. Et ça, c'était important pour moi, c'est très important pour moi de le partager. Oui, de casser ses croyances limitantes, savoir qu'on est comme ça aujourd'hui et qu'à travers ces enseignements, on peut se réinventer. Comment tu en es venu à devenir coach en développement personnel ? Je sais qu'il y a énormément d'étapes avant que tu en arrives à ce stade de ta vie. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce monde ? Peut-être même que tu peux remonter à des étapes plus lointaines de ta vie qui t'ont de fil en aiguille mené
justement à ce travail-là que tu exerces aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, voilà, c'est toute l'histoire de ma vie finalement, puisque j'ai grandi dans une famille avec deux sœurs et un frère. J'étais, et je suis toujours d'ailleurs, la troisième, et j'ai beaucoup eu de mal à trouver ma place. Et mes parents m'ont donné une éducation très stricte, très sévère. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'amour, pour l'attention, pour la tendresse, tout ça. C'était des choses que je ne connaissais pas. Et donc, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, en fait. L'amour, essentiellement. J'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère maternelle qui s'est occupée de moi et qui m'a montré un peu ce que c'était d'être aimée. Mais elle est décédée, j'avais 9 ans. Et ça a été quelque chose de très difficile pour moi à vivre parce que je me suis sentie abandonnée. Tu sais, la fameuse blessure de l'abandon. Là, je l'ai vécu et ça a été très compliqué. Et c'est ce qui m'a suivie toute ma vie, en fait. C'était une blessure? Oui, parce que j'avais ce sentiment d'abandon, c'est que j'ai jamais pu combler le vide qu'elle avait laissé. Et comme avec mes parents, on n'avait pas beaucoup de liens, avec ma maman, on n'était pas proches du tout. Donc je me suis sentie seule au monde et j'ai eu cette impression de devoir me construire toute seule, surtout émotionnellement. Donc après, à l'adolescence, je suis rentrée très vite en conflit avec mes parents et c'était très compliqué, au point où le seul objectif de ma vie que j'avais, c'était de quitter mes parents. Alors je pensais qu'il fallait attendre d'être majeure pour le faire. Donc mon projet de vie, moi à l'époque, quand j'avais 12 ans, 12-13 ans, c'était de quitter chez moi. D'accord. Mais rien d'autre que ça. J'étais incapable de penser à autre chose que ça. Hormis le fait que je rêvais aussi d'être maman. Ça, c'était quelque chose que j'avais bien ancré au fond de moi. Et donc, c'était compliqué. Et puis, avec mes parents, et un jour, j'avais 17 ans. Et on s'est rendu compte que c'était plus possible de vivre ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision de partir à 17 ans. J'ai eu le droit d'emmener mes vêtements. Et c'est tout. Comment ça s'est passé? Où tu es partie? En fait, je venais de rencontrer celui qui allait devenir mon mari pendant 20 ans. Et on a décidé de prendre un petit studio, mais vraiment un très très petit studio, meublé, où il y avait un lit, une chaise, et même pas de table, un bureau. Et voilà. Et donc on a vécu dans des conditions compliquées. On n'avait pas de quoi manger, j'avais même pas de quoi payer le bus pour aller à l'école. Enfin voilà, c'était très très compliqué, mais j'étais libre. Et ça, pour moi, ça faisait toute la différence. C'était le prix de la liberté et ça m'allait très bien. Tu avais atteint ton objectif à travers ce départ, ton premier objectif. C'était mon premier et mon seul presque, hormis le fait d'avoir des enfants. Mais ça, en même temps, ça faisait partie de la suite logique d'une vie pour moi. Parce que j'avais été élevée où on va à l'école, on se marie, on a des enfants, on a un travail. Et puis voilà, c'était le schéma que je voyais autour de moi. Donc je me suis pas posé de questions. D'accord, ok. Puis comme je ne voyais que ça, je pensais qu'il n'existait que ça aussi. Ouais. Donc finalement, c'est une suite logique de choses qui n'étaient absolument pas réfléchies, qui se posaient là comme ça. D'accord. Comment ça s'est passé toute la période scolaire? T'as eu des difficultés? Comment tu l'as vécu? J'étais pas une mauvaise élève en soi, mais en même temps, comme je voyais aucun intérêt à aller à l'école puisque j'apprenais pas des choses qui m'intéressaient, je trouvais ça très rébarbatif, donc je faisais le minimum légal, on va dire, mais j'étais pas passionnée, il y avait pas... Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas du tout. La seule chose que je rêvais quand j'étais petite, c'était d'être chanteuse. J'écrivais très tôt, j'ai écrit des textes de chansons. Mais à part ça, je savais pas. Donc j'ai allé au cours parce qu'il fallait aller au cours. Je choisissais des options. Là, je suis allée en comptabilité, en bureautique, mais parce que mes copines allaient là et que du coup, c'était pour être avec elles, mais pas parce que j'aimais ça. Mais il y avait rien qui me plaisait vraiment, donc il y avait rien qui me parlait. Donc du coup... j'avais pas d'intérêt bien spécifique. D'accord, quel est ton rapport avec le chant, l'écriture? Tu parles, c'est né à quelle partie de ta vie? Depuis très très jeune ou c'est venu sur le temps? Ma première chanson, je l'avais écrite, j'avais 6 ans, c'était très basique. Mais oui, j'ai toujours aimé. Quand j'étais petite, je rêvais d'être chanteuse et j'aurais aimé apprendre le piano pour pouvoir créer de la musique sur mes chansons. Mais avec mes parents, ça s'est pas fait. Et donc du coup, j'ai gardé une très grande frustration par rapport à ça pendant quand même pas mal d'années. Oui. D'accord. Mais j'ai continué à écrire en cachette parce que je pensais
pensais que c'était quelque chose de mal d'écrire des chansons. Ok. Donc j'écrivais. Parce que tes parents refusaient cette idée? Oui, ça faisait pas... Pour eux, ça n'avait pas de sens. Oui, voilà, c'est Ok. ça. Et je chantais à tue-tête tout au long de la journée et ils ne pouvaient plus non plus. Ok. Ils me suppliaient de me taire. Ok, et comment ça... Donc, tu disais que l'école ne te correspondait pas, que tu n'y trouvais pas ta place. T'es resté à l'école, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as passé des diplômes? Non, après moi je suis belge, donc c'est pas la même chose qu'en France. Donc j'ai passé un diplôme de qualification, mais je sais pas trop comment l'équivalent en France, à quoi on pourrait. Mais je suis pas allée jusqu'au bout de mes années secondaires. Mais parce que après, en fait, il y a eu un gros décalage, c'est que comme je suis partie de chez moi, ma priorité c'était de pouvoir manger, alors que j'étais avec mes copines qui, elles, leur priorité c'était de savoir la tenue qu'elles allaient se mettre le week-end pour sortir en boîte. Donc il y avait un énorme décalage et c'était compliqué. C'était compliqué pour moi, d'autant plus que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc j'avais pas la motivation en soi d'y aller, puisqu'il n'y avait pas de but bien défini. Ok, et comment tu te sentais arrivé à l'âge adulte, tout ça de manière générale? Tu avais cette quête de vouloir quitter le cocon familial, prendre ton envol quelque part. Ça a été certainement une libération pour toi. À partir de là, quels ont été tes nouveaux objectifs, tes nouvelles quêtes, tes nouvelles poursuites? D'être maman, en fait. Je rêvais d'être maman. J'avais tellement ce manque d'amour que j'avais besoin de le vivre. Et je pense que la seule façon de le vivre, que j'ai trouvé en tout cas, c'était de devenir maman. Donc rapidement, j'ai voulu avoir un enfant. Et à 17 ans, je suis tombée enceinte. Malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Donc très vite, j'ai réitéré parce que c'était vraiment un objectif. En fait, j'avais l'impression que si je ne devenais pas maman, je n'allais pas pouvoir vivre, parce que vivre sans amour, c'était impossible. Et j'en avais cruellement manqué pendant mon enfance. Et au-delà du fait d'avoir un compagnon, c'était pas suffisant, j'en avais besoin de plus. Et pour moi, à cette époque-là, la seule façon d'être aimée, c'était d'aimer et d'être aimée, c'était d'être maman. Donc après, finalement, la troisième fois, je suis tombée enceinte, et là, la grossesse s'est bien passée. Donc j'ai eu mon premier enfant, je venais à peine d'avoir 19 ans. D'accord, ok. Ok, et à ce moment-là, du coup, tu étais encore à l'école? Comment ça s'est passé? Non, j'ai arrêté l'école, donc quand je suis partie... À quel âge t'es sortie de l'école? J'avais 17 ans. D'accord. Parce que quand j'ai quitté mes parents, j'ai essayé un peu, et puis financièrement, c'était beaucoup trop compliqué, j'avais pas du tout les moyens. Donc le sujet quotidien, c'était plus comment on va faire pour manger et qu'est-ce qu'on va manger. Donc, puis j'avais rien, j'étais juste partie avec mes vêtements, j'avais pas d'argent, pas de meubles, pas de vaisselle, rien, c'était vraiment rien du tout. Donc j'avais d'autres priorités à ce moment-là. Tu avais un travail, comment ça se passait? Où tu vivais avec ton copain du coup à l'époque? Oui. Et ouais, je vivais avec lui, et lui avait commencé à trouver des petits boulots à gauche et à droite. Et toi, tout de suite, le premier enfant, tu t'es occupée, t'es devenue maman, t'as pris ce rôle, j'imagine, très très au sérieux. Ah, c'était le rôle de ma vie, oui, vraiment. C'était même... C'est une rencontre magnifique quand on met au monde un enfant, son enfant. En fait, le jour où j'ai donné naissance à mon premier fils, j'ai eu l'impression de commencer enfin à exister et d'avoir de l'importance, d'être importante. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être importante et utile à quelqu'un. Et ça a été un moteur énorme, puisque finalement j'ai élevé mon fils, et très rapidement j'ai eu envie d'avoir un second enfant. Et ainsi de suite d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui où Jusqu'à aujourd'hui où j'ai arrêté à 7. Ok. Quel âge, premier enfant, tu disais à 19 ans, c'est ça? À 19 ans. Je me suis mariée à 18, et puis j'ai eu mon premier fils à 19 ans. Et si on accélère dans le temps, dernier enfant à quel âge? J'avais 32 ans. 32 ans, ok. Oui. Ok, donc là tu me parlais dans ton mail du fait, mec, on va aborder ce sujet, je pense que ça peut être intéressant, que tu as eu l'impression à un moment de ta vie, alors tu vas me dire quand précisément, où en fait tu ne vivais presque plus que pour tes enfants, et tu t'oubliais. Et il me semble avoir compris que c'était un vrai mal-être pour toi. Comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? Ça s'est développé sur les années, forcément.
enfant après enfant. Comment ça s'est passé cette période? Comment c'est venu progressivement les étapes, arriver au point où tu te dis, en fait, je vis pour les autres et quand est-ce que je vis moi? Quand est-ce que c'est à mon tour de vivre? C'était un grand choc quand je me suis posé cette question, vraiment, et c'était très, très douloureux aussi. Mais c'est ça, c'est que comme je les ai enchaînés les uns après les autres, alors pour mon plus grand bonheur, parce que chaque fois c'était un choix, et vraiment je le désirais très, très fort d'en avoir un suivant. Mais une routine s'est installée, et être maman d'une famille nombreuse, c'est pas forcément, c'est pas un quotidien de tout repos. Donc le matin, je me levais tous les jours à 4h du matin pour pouvoir faire les lessives, pour pouvoir préparer le petit déjeuner, préparer les vêtements, les conduire à l'école, faire les courses, ranger la maison, m'occuper du bébé. Et c'était une routine continue, voilà, et permanente, puisqu'ils faisaient pas leur nuit. 7 jours donc sur 7. c'est ça, voilà, il y avait pas de repos. Donc mais j'aimais ça profondément, parce que forcément l'amour que je recevais en retour n'avait pas de prix. Donc j'y allais, et je pouvais pas, à l'époque, je pouvais même pas concevoir l'idée de m'arrêter, de m'arrêter de donner naissance, parce que c'était tellement beau, c'était des moments tellement forts, c'était ce que j'avais vécu de plus beau dans ma vie, et de plus fort. Donc pour moi, il y avait que ça. Je ne connaissais que ça. Mais oui, vraiment. Et puis ce partage, c'est moi ce que quand j'idéalisais les choses, c'était, et puis ça s'est vraiment réalisé, c'était cette grande table avec plein d'enfants autour, et tous ces moments de partage, ces moments de convivialité, d'amour. Enfin voilà, ça c'était vraiment l'image que je m'étais fixée, et c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, finalement, je me suis aperçue que c'était à mon détriment, parce que les années ont continué, et puis souvent, forcément, peut-être maintenant ça s'est un peu plus démocratisé, mais à l'époque, quand je sortais avec toute ma tribu, souvent on était regardés. Et un jour, ce qui m'avait frappée, c'est que je discutais avec une dame, et puis il y en a une autre qui arrive et qui dit « Ah, tu vois, c'est elle, la maman des 7 enfants dont je te parlais. » Et puis elle me dit « Mais rappelle-moi ton prénom par contre. » Et c'était pas quelqu'un que je voyais, c'était quelqu'un que je voyais régulièrement. Et je me suis rendu compte que les gens ne me connaissaient que comme ça. J'étais la maman des 7 enfants, mais à aucun moment je m'appelais Aurélie. Ça, c'était très secondaire. Et puis je me suis enfermée dans une routine et dans un quotidien qui ont commencé à devenir plombant, parce que j'existais que à travers ma famille, et je m'investissais à 100%. Il n'y avait que eux qui comptaient, et tout tournait autour d'eux. Et puis en fait, je pense que j'étais dans le déni de moi-même, et ça m'avait permis aussi, moi, je pensais que le manque d'amour que j'avais vécu toute mon enfance, c'était mes enfants qui allaient rétablir ça. Et j'ai compris en fait que le manque d'amour que je vivais, c'était avant tout le manque d'amour pour moi-même, et que j'aurais pu avoir une centaine d'enfants, ça n'aurait rien changé. Il fallait d'abord que j'apprenne à m'aimer moi. Et ça, c'était une grande claque. Le problème était personnel et la solution était intérieure. À partir de quand tu as commencé à avoir ces raisonnements, de te dire en fait peut-être que c'est pas ce qui va me rendre heureuse, il faut peut-être que je m'y prenne autrement. À partir de quand ça s'est passé et comment tu l'as vécu? Quand j'étais enceinte de mon dernier fils, donc comme c'était le 7e, mon mari à l'époque ne me regardait plus, prenait aussi beaucoup de distance, puisque lui, c'était devenu, me voir enceinte, c'était quelque chose de tellement routinier aussi, qu'il prenait plus la peine de se poser un peu avec moi, de sentir le bébé bouger. Moi, je vivais toujours les choses intensément, passionnément. Moi, je suis une grande passionnée de la vie, et j'aime bien vivre les choses passionnément. Et donc, même si c'était le 7e, je vivais toujours la grossesse avec beaucoup d'intensité, et j'avais ce besoin de le partager, forcément avec lui. Et lui, était très lointain par rapport à tout ça, en me disant mais non, mais j'ai l'habitude, je connais, je sais ce que c'est maintenant, un bébé qui bouge, non mais c'est bon, ça va. Et il banalisait beaucoup les choses, et ça m'a fait énormément souffrir, et je me suis sentie très seule. Et ma dernière grossesse, je l'ai vraiment vécue très très seule. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et là, il y a eu pas mal de remises en question, parce que je me suis rendu compte que c'était le 7e, finalement, ce vide qui avait... que tu ressentais depuis un petit moment. Voilà, depuis mon enfance, exactement. Ce vide, il était toujours là. Et même quand j'étais pleine de vie, et que je la portais,
ce vide-là était toujours présent et commençait à prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire que je pouvais être entourée de toute ma famille. J'avais une immense et une profonde solitude à l'intérieur de moi, mais qui me torturait. Et wow. Plus j'avançais dans les années, et pire c'était. Donc c'était un cercle sans fin, puisque je pensais que c'était en donnant la vie que ça allait m'apporter cet amour et que ça allait me nourrir. Alors certes, ça me nourrissait, mais le vide là qui était à côté était toujours bien présent et remontait même à la surface de plus en plus, parce que en fait les enfants quand ils commencent à grandir, ils sont parfois le reflet de certaines choses que vous portez et qu'on n'a pas forcément envie de voir aussi. Donc j'ai commencé à être peut-être face à certaines parties de moi-même grâce à eux et en fait ils grandissaient, mais ils me faisaient grandir aussi. D'accord, c'était peut-être la première partie de la réponse que tu cherchais. Tu as cherché l'amour, tu t'es dit c'est en donnant la vie à mes propres enfants que je vais le trouver, cet amour. Exactement. Et en fait, en les voyant grandir, en t'occupant d'eux 7 jours sur 7, entre le premier et le 7e, il s'est écoulé, si je dis pas de bêtises... 13 ans de différence. 13 ans de différence. Donc là, on a déjà 13 ans de vie qui se sont écoulés, des années et des années et des années. Ce sentiment qui a dû évoluer, il a forcément dû avoir des fluctuations, mais comme tu disais, tu vivais tellement la chose intensément. À chaque enfance, c'était super précieux, important, vital pour toi. Ce sentiment, tu devais le ressentir de temps en temps, mais ce que je voulais dire, c'est au début, tu as cherché l'amour en donnant la vie à tes enfants, et ce que tu disais juste avant, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en voyant grandir tes enfants, ça t'a fait te poser de nouvelles questions. Et ça t'a mis peut-être ça t'a réorienté pour te trouver toi, pour trouver tes propres réponses et l'amour en ton propre intérieur. Comment, à partir de là, j'imagine que je vais te laisser la parole. Comment tu as, comment dirais-je, abordé ce problème, entre guillemets, de manque d'estime de soi, d'amour propre? Mais à ce moment-là, les mots amour de soi, estime de soi, tout ça, je connaissais pas du tout, parce que j'étais vraiment enfermée dans mon monde de maman. Il y avait vraiment rien d'autre qui existait. J'avais très peu d'amis, et puis je sortais pas. J'étais même devenue un peu agoraphobe, donc je n'osais pas trop sortir. Tout mon monde, toute ma vie ne tournait que à l'intérieur de ma maison et autour de ma famille. Et puis là, avec ma grossesse et la façon dont je voyais où ça avançait, et que finalement cette solitude qui était de plus en plus plombante, malgré le fait que je sois de plus en plus entourée, m'ont fait me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'étais vraiment dans un état de déprime souvent, que je cachais parce qu'il ne fallait pas que je le montre à mes enfants. Moi, je voulais, en fait... Souvent, quand on est parent, on a envie de ne pas reproduire les souffrances qu'on a vécues. Donc moi, j'avais vraiment créé ce petit univers de tout ce que j'avais vécu moi dans mon enfance. Il fallait absolument que je fasse le contraire, puisque j'en avais tellement souffert qu'il fallait que j'inverse la tendance. Sauf que moi, du coup, j'inversais la tendance, mais à l'extrême. J'étais assez possessive aussi avec mes enfants. C'était un cocon familial que j'avais créé, et c'était une bulle. Mais hormis cette bulle, il n'y avait rien d'autre. Donc, là, c'est à partir de mon petit dernier que j'ai commencé à en souffrir pendant ma grossesse. Ce qui doit être difficile, c'est de te rendre compte, comme tu le disais juste avant, tu étais de plus en plus entouré au fur et à mesure des années, et tu te sentais toujours autant seul. Voire de plus en plus même, parce qu'il y avait un décalage énorme qui se créait, justement, ce paradoxe d'avoir autant de monde autour de soi à s'occuper et qui sont dépendants de soi, et tout en ayant ce vide immense qui était très très douloureux et qui devenait de plus en plus douloureux au fur et à mesure du temps. Et donc je me suis souvenue que ce qui me faisait plaisir, c'était quand j'étais petite, enfin mon rêve quand j'étais petite, c'était de devenir chanteuse et la musique. Et puis je me suis dit, tiens, et si j'essayais de me mettre à la musique. Donc j'étais enceinte de 8 mois et j'ai décidé d'aller acheter une guitare et de suivre des cours de guitare. Ok. Et donc j'ai appelé là au magasin où j'ai acheté ma guitare, j'ai demandé s'ils pouvaient me renseigner sur un professeur. Et donc ils m'ont donné le numéro de quelqu'un que j'ai contacté. D'accord.
Et donc je suis allée le voir, ça me fait rire maintenant parce que le jour où je l'appelle pour lui dire que je voudrais prendre des cours, je lui dis par contre je suis enceinte, est-ce que ça pose un problème? Il me dit non, bien sûr que non, pas de souci. Et puis quand le jour où je suis arrivée chez lui, qu'il a ouvert la porte, je me souviendrai toujours de son regard et après il m'a dit mais quand tu m'as dit que tu étais enceinte, mais moi je pensais au début mais pas prête à accoucher parce que forcément pour apprendre la guitare avec un ventre proéminent c'était très compliqué, mais moi j'étais tellement motivée. Et c'est une très belle histoire parce que moi je suis arrivée et c'était presque tabou le fait que j'écrive des textes et que j'aimais beaucoup ça puisque mes parents n'avaient jamais trouvé ça intéressant et mon ex-mari non plus d'ailleurs, où il me disait oh faut voir, oh c'est pas important. Donc là aussi ça avait continué où j'écrivais dans mon coin en cachette sans rien dire à personne comme si c'était quelque chose d'honteux. Et là le musicien avec chez qui je suis allée prendre les cours, lui c'est un très bon musicien qui compose de la musique, mais par contre qui est incapable de mettre des textes sur les musiques qu'il compose. D'accord. Et donc là quand j'ai entendu ça, je me suis dit tiens ici je lui disais que moi j'écris un peu. Et donc du coup j'ai mis quelques temps, mais quelques séances avant de lui dire. Et puis il m'a dit ah ben super, montre-moi tes textes. Donc c'est ce que j'ai fait la fois suivante. Et lui il m'a fait écouter ses musiques. Ça doit être une sorte de choc, je suppose, pour toi, de enfin avoir quelqu'un qui prend ton travail au sérieux. C'était magique en fait. J'ai eu l'impression pour la première fois depuis très longtemps d'être à ma place. Okay. Quand je rentrais dans son petit studio et que la porte se refermait, j'étais dans un univers juste magique pour moi. C'était enfin t'es là où tu dois être. Pour la première fois, je m'autorisais à faire quelque chose que j'aimais, mais juste pour moi, pas par rapport à mes enfants, à ma famille, juste pour moi. Et ça n'avait pas de prix. Donc j'y ai pris beaucoup de plaisir. T'as commencé à t'accorder du temps pour toi. Aussi, et c'était la première fois depuis des années que je faisais quelque chose qui me faisait envie, que j'aimais, et juste pour moi. Ouais. Magnifique. Et ça a été le début du déclenchement, on va dire, pour la suite. Et tu me racontais tout à l'heure en off cette anecdote quand tu avais, si je dis pas de bêtises, 15 ans, où tu étais avec tes parents dans ce village très très peuplé. C'est ça, oui. Je sais pas, 400. Je dis 400, mais c'est une image, mais oui, il y avait très très peu d'habitants. Ouais, et j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux revenir dessus? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Et ce que ça t'a apporté? Mais en fait, je pense que c'est le fil conducteur de ma vie, puisque si aujourd'hui j'en suis là, puisque voilà, j'ai dit tout à l'heure, je suis belge, je viens des Honnelles, un petit village perdu au fin fond de la Belgique. Et à l'orée d'une forêt, j'ai grandi à la campagne, dans la nature. Et puis, il y a 1 an et demi, j'ai pris la décision de tout laisser derrière moi en Belgique et de venir vivre dans le sud de la France. Et c'est parce qu'un jour, que j'ai eu 15 ans, je suis partie en vacances dans un village perdu au milieu de nulle part, dans le sud de la France, avec mes parents. Et j'ai rencontré une personne qui a été le fil rouge et le fil conducteur de tout ce qui m'est arrivé après. Et si aujourd'hui j'en suis là, c'est en grande partie parce que pendant 5 minutes, un jour quand j'avais 15 ans, à 1000 km de chez moi, j'ai fait une super rencontre. Et comment ça s'est passé? Tu m'expliquais, c'était dans ce petit village complètement perdu. Tu t'ennuyais pendant tes vacances avec tes parents et tu as entendu, je te laisse la parole. Ben voilà, pour situer le contexte, oui, on était partis, mes parents avaient loué un gîte dans un petit village perdu au milieu de nulle part, dans l'Hérault, et là-bas, les rues n'avaient pas de nom, les maisons n'avaient pas de numéro, tellement c'était petit et retiré. Il fallait faire, je pense, 20 km pour trouver un magasin, donc il n'y avait rien à faire, à part s'ennuyer. Et moi, je déplorais ça, j'avais 15 ans, j'avais envie de bouger, de sortir, tout ça. Et puis, le jour de notre départ, donc on avait passé 3 semaines dans ce village, et le jour de notre départ, pendant que mes parents étaient en train de ranger le gîte, moi, j'avais entendu de la musique sur la petite place du village, donc je suis descendue. Et là, il y avait une petite scène, et tu sais, les fêtes de village, on dit des orchestres, voilà, c'est ça. Il y avait un orchestre. Et il y avait un musicien, un batteur, qui jouait. Et il y avait quelque chose qui se dégageait. Alors moi, la musique, j'aimais beaucoup ça me faisait rêver. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai toujours trouvé que les musiciens, c'était des magiciens parce qu'ils sont capables, avec quelques notes, de créer un univers et de nous emmener. Et ça m'a toujours passionnée. Et lui, c'était le cas. Alors il y avait les autres, il y avait le chanteur, il y avait le bassiste, le guitariste. Mais lui dégageait vraiment quelque chose sur scène d'incroyable. Et j'étais là à regarder ce qu'il faisait en attendant que mes parents redescendent pour m'emmener et qu'on retourne en Belgique.
Et là, pendant la pause, ce musicien est descendu de la scène et est venu discuter avec moi. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, j'étais surprise. Sauf qu'on a brièvement échangé et je lui explique que mes parents sont là, qui m'attendent et que je rentre en Belgique. Donc c'est ce qui se fait, nous on rentre et puis l'année se... Ouais, tu disais quelques minutes de conversation. On a eu entre 5 et 10 minutes de conversation. Mais moi j'oublie pas parce que déjà j'ai que 15 ans, lui c'est un homme, et qu'il se soit intéressé à moi. Mais intéressé à moi, je pense que c'était par rapport au fait que moi, la façon dont moi j'étais intéressée par ce qu'il faisait, parce que vraiment il dégageait quelque chose sur scène d'absolument incroyable. Et le fait qu'il soit venu te parler à toi, parce qu'il y avait un petit public, je suppose. Oui, c'est ça, oui. Ouais, je pense que tu avais une telle écoute et attention à ce qu'il faisait que, je sais pas, il a vu quelque chose en toi. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est fou. C'est ça. On n'en a jamais trop discuté. Surtout, je dis c'est fou parce que là, les gens n'ont pas encore le contexte exact, mais ça a été un événement déclencheur dans ta vie. Pour la suite. Donc, à ce moment-là, je ne le sais pas encore, puisque moi, c'est une rencontre que j'ai faite et que je vais oublier d'ailleurs. Enfin, oublier partiellement. Même l'année va se poursuivre. Je rentre en Belgique. Je rencontre d'ailleurs celui qui deviendra mon mari cette année-là. Et puis, mes parents, l'année suivante, décident d'y retourner dans ce village. Alors moi, je suis catégorique, c'est non, c'est hors de question. Ouais. J'ai pas envie de passer, déjà parce qu'avec mes parents, on ne s'entend pas du tout. J'ai pas envie de passer du temps là parce que je sais que j'ai beaucoup m'ennuyer, même si je me suis fait l'année précédente quelques copains du village. Mais j'ai pas du tout envie et ils me l'imposent, j'ai pas le choix, donc je monte dans la voiture et je pars avec eux et juste je sais pas 100-150 mètres avant qu'on arrive dans le village, après plus de 10 heures de route, mon papa a un accident de voiture, donc il y a quelqu'un qui nous brûle la priorité, qui nous rentre dedans et on a un sinistre total avec la voiture. Okay. Nous on s'en sort indemne, on n'a rien, sauf qu'on n'a plus de voiture. Ouais. Donc l'assurance nous laisse le choix ou de rentrer en Belgique, on sera rapatrié, ou de rester de vivre le séjour, sauf qu'on n'aura plus de moyens de locomotion. Et il faut savoir que c'est un village perdu au milieu de nulle part, et sans moyens de locomotion, on ne peut rien faire, même pas manger, puisqu'il n'y a pas de magasin, donc pas faire de courses. Ah oui, c'était vraiment très très retiré. Donc moi je me dis, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir rester là. Et mes parents disent, si, on a payé le gîte, en plus là c'est pas 3 semaines, c'est 1 mois. Et moi je suis folle de rage, je me dis, mais ça va être l'enfer pendant 1 mois, ce qui est le cas d'ailleurs, parce que forcément on n'a pas fait grand-chose. Ah ouais. Et là, de nouveau, j'entends de la musique pendant le séjour. Et, 1 an plus tard, du coup. 1 an plus tard. Et c'est la fête du village. Donc je descends et je vais voir sur la place. Et là, à ma grande surprise, le musicien de l'année précédente était là. Et je me dis, c'est super. Donc je passe ma soirée à écouter la musique et à le regarder jouer essentiellement, parce qu'il me fascine toujours autant. Sa façon de jouer, moi, m'impressionne. En fait, vraiment, il dégage quelque chose de particulier, auquel, en tout cas, moi, je suis sensible. Et donc, un peu comme l'année précédente... Déjà, cette coïncidence qui a dû encore augmenter cette... tu disais que ça te touche profondément, le fait de le voir jouer comme ça, et le fait que tu reviennes 1 an plus tard et que tu le retrouves au même endroit. Oui, mais à ce moment-là, je ne suis pas encore sensible à tout ça. Maintenant, avec le recul, oui, et puis maintenant, dans ma vie, les synchronicités, tout ça, c'est quelque chose qui me parle énormément et que je vis presque au quotidien, oui, bien sûr. Mais à cette époque-là, je ne le sais pas encore, donc c'est pas encore mon sujet à cette époque. Ouais. Et là, oui, je me suis interpellée de me dire, waouh, c'est super, il est là. Sauf que moi, je suis dans l'état d'esprit de me dire, moi, je me souviens de lui, logique, parce qu'on s'est croisés, mais je pense pas, à aucun moment, je pense que lui se souvient de moi. Et une pause, il faut une pause pendant le spectacle. Il descend de scène et il vient vers moi. Et là, je suis interpellée parce qu'il me dit « Ah, mais c'est incroyable que tu sois là. En fait, j'espérais vraiment te revoir. » Il me dit « Si je suis venue aujourd'hui jouer ici, c'était juste dans l'espoir de te revoir. » Et je me dis, mais tu te souviens de moi? Il dit, mais carrément, c'était trop court la fois dernière. Cette fois-ci, on se perd pas de vue. Il faut qu'on reste en contact. Et donc, oui, bien sûr, parce que je sens qu'il y a quelque chose chez lui qui m'interpelle. En plus, ça touche à la musique, quelque chose qui te c'est ça. Et puis, vraiment, il dégage quelque chose d'assez incroyable. Et finalement, la vie montrera qu'il a énormément de talent et que la musique, c'est quelque chose d'inné chez lui. Donc, à partir de là, très ancré. Vous échangez le contact.
Voilà. Et vous commencez à échanger régulièrement, ce que tu me disais. C'est ça, voilà. Donc à partir de... Mais alors, c'est à l'époque des cartes postales, des lettres et des coups de fil avec le téléphone fixe. Le portable n'existe pas et Internet non plus. Donc moi, je rentre en Belgique et par contre, on garde le contact, on s'appelle, on s'écrit. Et pendant quelques années, on fait comme ça. Puis moi, entre-temps, je me marie, j'ai mes enfants, lui a aussi sa vie, mais on reste toujours en contact avec un lien particulier puisque c'est quelqu'un à qui je peux me confier alors qu'on se voit on se voit plus pendant cette période-là, mais vraiment avec un contact très, très proche. Lui aussi me raconte sa vie, donc je sais quand ça va pas. Et puis un jour, on s'appelle et là, il va pas bien du tout. Il me dit qu'il fait une dépression, ça s'est terminé avec sa copine, il le vit très mal et il va pas bien. On reste sur ça et quelques temps plus tard, je veux pour l'appeler et là, le numéro n'est plus attribué. Et donc je me dis, bon... Mais là, c'est terminé parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas moyen de retrouver les gens. Et... C'était combien de temps après le... Je me souviens plus, ça fait plusieurs années puisque j'ai déjà quelques enfants, je ne sais plus combien, mais oui, pendant pas mal d'années, on reste en amis. On s'appelle de temps en temps, régulièrement, mais... Sans se revoir d'ailleurs, oui, mais en gardant vraiment un lien qui est presque... En fait, je ne peux pas trop l'expliquer puisque c'est là. On se connaît, on s'apprécie et on partage on se raconte nos petites vies, mais sans plus, sans se revoir, mais c'est là. Ce lien est présent. Et puis donc là, on perd tout contact. Et pendant la grossesse donc, de mon dernier fils, où un jour, je suis devant mon ordinateur et je repense à lui, je me dis, tiens, je me demande ce qu'il devient. Et je me dis, je vais taper son nom sur Internet. Et là, ma grande surprise, il y a son nom un peu partout et il y a plein d'informations sur lui. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Après, des Aurélie Bruyère, il y en a plein. Si on tape mon nom et mon prénom sur Internet, il va y en avoir tout plein. Ce ne sera pas forcément moi. Donc, je vais vérifier. Et puis, je regarde si, en effet, c'est bien lui, c'est sa photo. Il n'a pas changé. Donc, je suis assez interpellée. Je trouve un MySpace où il y a une adresse mail. Donc, j'envoie un mail au groupe pour lequel il joue en disant, voilà, qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, on s'est perdu de vue. Et j'aimerais bien avoir de ses nouvelles. S'ils peuvent lui transmettre mon mail. Et j'envoie ce mail et puis j'oublie que je l'ai fait. Et 15 jours, 3 semaines après, je reçois un mail qui me dit j'arrive pas à croire que tu m'aies retrouvé, voilà mon numéro de téléphone, appelle-moi dès que tu lis ce mail. Et donc là, je l'appelle et on reprend là où on en était en fait. Je sais que c'est ce qui a fait la différence, c'était un musicien et moi dans mes rêves, c'est vrai que c'était quelque chose qui avait de l'importance. J'aurais rêvé moi pouvoir jouer de la musique et surtout de pouvoir chanter, mais comme c'était quelque chose d'interdit presque. Oui, donc forcément il y avait cette connotation là qui était là bien présente par rapport à la musique. Ok, très intéressant. Et pour en revenir à cette période où tu as commencé la guitare, du coup, bien plus tard, tu as continué? Comment ça s'est passé? Tu en faisais régulièrement? C'était compliqué, certainement? Mais en fait, j'ai pas beaucoup appris la guitare parce que très rapidement, avec mon musicien, on a commencé à travailler des chansons. Moi, j'ai amené les textes et lui a commencé à composer sur les textes ou inversement, il me donnait la musique et moi, j'écrivais sur sa musique. Donc, la guitare, finalement, je l'ai mise de côté et au début, je la prenais, mais elle restait dans la housse et finalement, après, je la prenais même plus. D'accord. Mais je faisais ce que j'aimais enfin et puis c'était... Donc toi, c'était plus écrire qui te... Non ? Écrire et chanter, oui. Écrire et chanter, ok. Et puis, ce qui était aussi absolument incroyable, c'était que pour la première fois, mes textes prenaient vie. Oui, prenaient vie. Il y avait de la mélodie qui venait se poser dessus et puis d'entendre ce que ça pouvait donner. Puis lui, il avait un regard très... Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, donc il avait un regard sur mes textes que moi, j'avais pas forcément. Donc il y amenait sa touche à lui. C'était très riche. C'était des moments juste incroyables que je vivais. J'avais jamais envie que ça se termine. Ok. Et comment ça se passe à ce moment-là, le quotidien avec tous tes enfants, comment dirais-je, le temps que tu t'accordes à toi-même? Est-ce que tu as réussi à mettre, trouver un peu plus un équilibre qui te convient
plus à ce moment-là ou... À ce moment-là, oui, parce qu'il y a quelque chose enfin que je fais pour moi et que j'aime, donc je suis motivée. Ouais. Donc je me lève très tôt, tous les matins, tous les jours, je me lève à 4h du matin pour faire tout ce que j'ai à faire. Et puis après, pour me consacrer à la chanson, écrire de nouveaux textes ou écrire sur les mélodies qui m'a donné à travailler, tout ça. Donc j'ai cette motivation-là qui est là, qui me prend au cœur, au corps et à l'âme. Ouais. Et donc, oui, j'ai un regain d'énergie et d'espoir. Et je me sens enfin exister autrement qu'en étant juste une maman. T'as quelque chose qui te transcende, qui t'anime, oui. qui te donne une raison presque de continuer à vivre. Pendant toute cette période où, avant de découvrir, vraiment de te consacrer un peu plus personnellement à la musique, etc., est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment t'avais presque perdu espoir ou... Oui. Comment ça... Est-ce qu'il y a eu des moments marquants que tu as vécu comme ça, où vraiment... mais qu'est-ce que je fais ici? Clairement, ouais. J'imagine bien comment il y a tu l'as des vécu. moments où j'étais vraiment très bas et où j'avais envie que tout s'arrête. Vraiment. Et je me disais, oui, t'as des enfants, mais il y avait des fois, c'était la douleur, ce vide immense, vraiment, c'était ce vide-là qui était tellement douloureux et prenait tellement le dessus parfois qu'il y avait des fois où j'avais envie juste que ça s'arrête. Cette souffrance s'arrête, ouais. Oui, il y a vraiment des fois où j'aurais espéré que... Je ne trouvais pas le courage, mais j'aurais espéré que ça s'arrête. Ouais. Ok, carrément. Ouais, donc c'était vraiment un mal-être profond c'était très qui profond. traînait et qui te suivait en fait. Oui, et puis c'était vraiment... Après, avec le temps, j'ai compris, mais c'était vraiment la suite de ces souffrances que j'avais pas réglées de mon enfance. Parce qu'à 15 ans, j'avais fait une tentative de suicide, j'avais pris des médicaments parce que la vie m'était insupportable, parce qu'avec mes parents, ça n'allait pas du tout et qu'on n'arrivait pas à s'entendre, à se comprendre, et que je voyais pas d'issue, et que comme moi, dans mon esprit, il fallait attendre 18 ans pour avoir ma majorité et partir, et me dire... 3 ans, c'était trop long de continuer à vivre comme ça et endurer tout ça, c'était beaucoup trop long. Donc un jour, j'ai eu vraiment envie que ça s'arrête et que la souffrance s'arrête définitivement. Qu'est-ce qui se passe après, les années qui suivent? Comment ta vie évolue? À quoi ressemble ton quotidien? En fait, là, ce qu'il y a de bien, c'est que je me lie d'amitié. Donc, son studio, il a un petit studio parce qu'il n'est pas que... Il joue de la guitare, mais il joue de la basse, il joue de la batterie. C'est vraiment un musicien multifonction. Mais attention, c'est pas le musicien que j'ai rencontré dans le sud de la France, qu'on soit d'accord. Et il est très doué dans ce qu'il fait. Et je me lie d'amitié avec lui, on devient vraiment amis, mais avec sa femme également. Et donc, au-delà du fait qu'on travaille ensemble autour de la musique, on se voit aussi régulièrement, on fait des sorties. Donc, ça me fait aussi une bouffée d'air dans le quotidien. Ouais. Ils ont une fille qui a le même âge que ma fille à l'époque. Donc, ils s'entendent bien et voilà, on échange et on devient véritablement amis. Et donc à ce moment-là, je suis super contente. Je vais enregistrer en studio ma première chanson. D'accord. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est quelque part sur Internet ou malheureusement non, parce c'est juste sur un CD. Et ça n'a jamais été plus loin. J'en ai une autre après qui est un petit peu plus loin, mais pas la première. Donc c'est sur un CD dans un vieux tiroir plein de poussière. D'accord. Mais un petit trophée personnel. Oui, parce que cette chanson, en plus, elle s'appelle « Libre comme l'air et le vent ». Et finalement, quand j'écoute les paroles, à ce moment-là, à l'époque, je ne suis pas du tout dans le développement personnel. Et quand je réécoute les paroles maintenant, je me dis juste « Waouh, presque c'est le moi du futur qui était venu me faire un petit coucou pour me dire « Tiens, écris ça ». Parce que la façon dont cette chanson m'est venue en tête, dont ces paroles sont venues en tête, c'est... Enfin, ça coulait de source, tu vois. C'était pas réfléchi presque, c'était inné. Ça... D'accord. Et j'imagine que c'est pas longtemps après, sauf si je me trompe, que tu t'intéresses plus intensément et profondément au développement personnel. Non, le développement personnel est arrivé après, justement. Oui, après ça, cette première oui. musique, tout ça. Oui, bien après. En fait, ce qui a créé, il y a eu une cassure, c'est qu'après, avec le musicien, là, justement, on a commencé à avoir quelques conflits parce que lui, c'est un passionné et il passait beaucoup de temps à la musique au détriment de sa femme qui avait du mal à accepter ça. Et donc, ça a commencé à créer
à créer des conflits. Et puis après, lui avait d'autres projets musicaux aussi. Et puis, il avait d'autres projets tout court dans la vie. Donc, on a fini par arrêter notre association. Et j'en ai énormément souffert. Ça a été un gros choc qui a causé beaucoup de souffrance chez moi. Parce que ce rêve que je voyais qui commençait enfin à devenir qui était inaccessible et qui commençait enfin à devenir accessible, ça arrêtait comme ça du jour au lendemain. Et ça a été très difficile à vivre. Ok, c'est venu progressivement ou d'un coup Ça a été assez radical, ouais. Malheureusement. Okay. Ça a été radical. Parce que tu y trouvais quelque chose dans tout ça, à travers cette musique, l'écriture, le chant, etc. Et tu avais besoin de lui pour l'autre partie qui était c'était les mélodies, tout ça, tu disais ? C'est ça, parce qu'il est compositeur, donc lui composait la musique. Même si moi j'avais les mélodies de mes textes, mais par contre je ne pouvais pas les mettre en musique puisque je ne savais pas jouer d'instrument. D'accord, ok. À partir de là, donc il y a eu cette cassure avec cette relation-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Le développement personnel, à partir de quand ça atterrit dans ta vie, comment ça se passe, et même comment tu te sens à ce moment-là, ça doit être forcément un choc, une blessure même. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Oui, c'est très douloureux, vraiment je le vis très très mal, et du coup tous mes démons reviennent à la surface en un claquement de doigts, et donc là c'est compliqué, j'ai vraiment du mal à gérer, alors j'essaie de trouver des musiciens, mais j'arrive pas à trouver ce qu'on avait, la façon dont on travaillait lui et moi, et puis cette complicité, cette simplicité, parce que c'est quelqu'un de très simple, donc il n'y avait pas besoin de parler, on se comprenait, c'était tellement fluide que de retrouver cette fluidité c'est compliqué avec d'autres. Donc finalement je laisse tomber l'idée et j'arrête tout, sauf une fois où j'ai la chance, parce que je mets des annonces sur internet, comme quoi je cherche des musiciens, puis un jour il y en a un qui vient et qui me dit bon écoute voilà, en fait je vois que tu es totalement désespéré, et je veux bien t'aider, je veux bien venir, je vais bien écouter voir tes textes. Il me dit mets la mélodie, chante-moi ton texte, envoie-moi ça, et puis je vois quelle musique je peux mettre. Et c'est un très bon musicien que je ne connaissais pas, j'avais juste vu une fois lors d'un concert. Et je ne sais pas si tu connais la chanteuse Morane. Non, c'est une chanteuse belge qui est décédée maintenant, et c'est un de ses musiciens. Enfin, il joue pour elle. Et il me propose quelque chose, et donc il travaille la musique, et puis il m'envoie. Et ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Donc je suis super contente. Et on finit par enregistrer la chanson. Mais il me dit, j'en fais qu'une, quoi, parce que lui, il a autre chose à faire, d'autres projets. Et donc, ce sera ma deuxième chanson que j'enregistre, et la dernière d'ailleurs. Et puis là, tout s'arrête vraiment, et je finis par tirer un trait sur la musique parce que c'est pas. D'accord, tu aurais eu besoin d'être plus entouré, d'avoir quelqu'un peut-être de plus proche, en qui tu as vraiment confiance. Tu me parlais tout à l'heure du fait qu'au fur et à mesure des années, tu as développé cette philosophie carrément où, en fait, ok, qu'est-ce qui me fait peur ? De quoi ai-je peur ? Ok, maintenant j'ai ma liste de choses à faire et on va y aller. C'est ça. Comment t'as développé cette philosophie-là ? Comment c'est venu ? En fait, après avoir donc tiré un trait sur la musique, puisqu'avec le second musicien, il me dit c'est une chanson et puis c'est tout, on pourra pas continuer. Donc il y a un grand moment de solitude et de tristesse, et puis je me dis... Toujours les enfants entre-temps, mais bien sûr, toujours la famille, évidemment. Oui, voilà, bien sûr, le quotidien de la famille qui est là, mais qui, même si ça me booste, parce que forcément, j'aime mes enfants plus que tout, et surtout mon rôle de maman aussi, que j'aime beaucoup, mais ce vide, il est là à côté, et en plus, j'étais parvenue à le remplir un peu par la musique, et là, de nouveau, plus rien, donc c'est compliqué. Et puis je me dis, je vais écrire. Faut que je m'occupe l'esprit, faut que j'arrête de penser à tout ce qui va pas. Donc comme l'écriture c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je vais écrire. Mais pas des chansons cette fois-ci, je vais écrire une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire que je me raconte tous les soirs avant de m'endormir depuis que je suis adolescente. Okay. C'est une histoire que j'aime me raconter, même quand dans la vie de tous les jours, quand ça va pas, quand j'ai besoin d'occuper mon esprit. Je retourne dans ce monde que je me suis créé, dans cette histoire. Et je me suis dit, mais au lieu de te la raconter à toi-même, écris-la. Et à la base, je me l'écris, mais je me l'écris pour moi. C'est-à-dire pour me faire du bien, pour exorciser aussi certaines choses. Et donc, je commence l'écriture.
Et ça commence à prendre quelques jours, quelques semaines, et puis quelques mois. Ça devient une habitude. Une habitude récurrente. Je me rends compte que je me lève tôt le matin, que je fais mon maximum pour que tout soit correct, propre, rangé, que mes enfants ne manquent de rien. Et la seule chose que j'ai envie, en fait, dès le matin, dès que je me lève, c'est de me mettre derrière mon ordinateur et d'écrire. Okay. Et j'y passe des heures et des heures et des heures entières. Et là, au bout d'un moment, quand je commence à relire ce que j'ai écrit, je me dis, ce serait bête de garder ça que pour moi. Je dis, ce serait peut-être bien de le partager. Et si j'en faisais un livre, mais un vrai livre. Wow. Et donc, je me dis, allez, pourquoi pas. Et je me dis, hors de question de penser à comment je vais l'éditer, comment je vais faire, comment ça se passe. Je connais rien à l'édition, je connais rien à rien en fait. Juste j'ai envie d'écrire et de raconter une histoire. Et je me dis, c'est ça que tu as envie, alors c'est ça que tu vas faire et te pose pas d'autres questions. Et ce livre, il est un peu assez autobiographique dans les premiers chapitres. Et après, il part dans l'imaginaire, c'est un roman fantastique. Et sauf que j'ai gardé tous les lieux, tous les endroits sont vrais. Les personnages, j'en ai créé que 2 qui n'existent pas. Et après, au fur et à mesure du temps, je vais finir par les rencontrer en vrai. Alors ça aussi, c'est une expérience que j'ai vécue juste incroyable. Donc je m'inspire de toutes les personnes de mon entourage que j'ai rencontrées. Ça, c'était quelque chose d'assez fort que j'ai vécu aussi, j'avoue. Et donc tous ces personnages, je change les noms ou je les modifie un peu, mais ce sont toutes des personnes vraiment que je connais, que j'ai côtoyées ou que je côtoie encore d'ailleurs. Et cette histoire, tu te la racontais, tu disais, depuis ton adolescence? Oui, c'est ça. C'est l'histoire c'est une histoire où j'ai... en fait, quand je vivais des moments très difficiles avec mes parents, quand j'étais petite, j'avais compris que parfois, quand mon père était très très sévère, je pouvais pas lutter. Il avait plus de force physique que moi et moi je pouvais pas lutter. Alors je disais toujours, tant pis, je peux rien faire contre ça. Par contre mon esprit, personne ne peut me le prendre. Donc je prenais mon esprit et je m'évadais. Et je partais parfois dans très très loin. Et ça me permettait d'oublier mon quotidien et d'oublier ma douleur. Et c'est ce qui me permettait de tenir en fait. C'était à chaque fois que je partais et je m'évadais. Et je faisais ça aussi le soir pour pas penser à mon quotidien, pour ne pas penser aux choses qui n'allaient pas. Je rentrais dans cette histoire et ça me permettait de m'évader. Et ces 2 personnages que tu cites, ils sont dans l'histoire depuis le début ou ils sont venus plus tard? Non, ils sont dans l'histoire depuis le début. Wow. Alors tous les autres existaient, mais ceux-là, je les ai créés. J'en avais besoin pour l'histoire. Donc je pouvais pas m'inspirer de personnes que je connaissais, vu que c'était des personnages. Et donc en fait, quand tu as commencé à écrire, t'avais déjà tout le plan en tête, quelque part? Ou tu as complété l'histoire? Une partie, Oui, j'avais dans les grandes lignes, on va dire. Dans les grandes lignes, j'avais le plan au point où, en fait... C'était naturel. Mais c'était tellement naturel que je n'ai pas écrit le livre en commençant par le premier chapitre, puis le deuxième, puis le troisième. J'ai écrit le livre parce qu'un jour, j'avais une scène dans ma tête qui m'arrivait, mais c'était la scène du final, par exemple. J'avais une autre scène qui m'arrivait, et c'était le milieu du livre. Donc j'ai commencé à écrire toutes ces scènes, et qu'après, j'ai fini par regrouper et en faire des chapitres. Mais l'histoire n'a pas été... J'ai pas commencé le livre en écrivant une histoire continue. Et... Non, c'était... Commence par la fin, continue par le milieu. milieu. Selon mon état du moment, et puis selon les musiques que j'écoutais aussi. Il y avait des fois quand j'écoutais des musiques vraiment, tu sais, motivantes, comme toi, tu peux mettre dans tes, dans tes vidéos. Du coup, ça me donnait une énergie incroyable et je partais sur autre chose, alors qu'à la base, je m'étais dit, tiens, je vais continuer à raconter ça. Et en fait, selon la musique... Toujours ce lien avec la musique. Oui, mais j'ai écrit mon livre en écoutant la musique et je me suis laissée inspirer par les musiques que j'écoutais. Beaucoup, ça m'a porté énormément d'ailleurs, et que maintenant quand j'entends certaines chansons, c'est incroyable parce que je revois certaines scènes de mon livre que j'ai écrit et je me dis waouh, c'est c'est fou. Que t'écoutais pendant l'écriture. C'est ça, oui, exactement. Ils sont gravés maintenant. Carrément, oui. Et donc c'est marrant l'association que mon esprit fait inconsciemment. Enfin, je le fais pas exprès. Et ça arrive à moi, je me dis tiens, c'était le passage un tel. Magnifique. Et c'est assez marrant, Ok, et ça dure combien de temps? Enfin, tu pars sur cette écriture Alors au début, est-ce que tu as l'intention d'écrire un livre dès le départ, ou au début tu dis je vais juste mettre cette histoire sur papier? Je vais mettre cette histoire sur papier pour moi, parce que ça me permet d'exorciser tout, puisque il y a un côté très autobiographique, donc une sorte de thérapie en fait. C'est ça, voilà, c'est exactement ça, puisque j'ai personne à qui parler, je vais en parler je vais l'écrire, je vais l'acter, mais c'est juste pour moi, je me vois pas partager quoi que ce soit, même pas, ça me vient à l'idée de me dire je vais faire un livre, non, un livre, mais pour moi, vraiment une histoire pour moi que je vais fermer à double tour dans un tiroir qui ne servira à rien d'ailleurs.
D'accord, et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as des pages et des pages et des pages. Et l'histoire me passionne tellement D'accord. qu'à un moment donné, j'ai envie de partager. Et puis, c'est aussi parce que ces personnages font partie intégrante de mon quotidien le matin. Je me lève et c'est la première chose à laquelle je pense. C'est un reflet de ta propre vie. Oui, et puis je me plonge dans ce monde-là qui est devenu le mien. Et je vis intensément avec mes personnages. Et ça, vraiment, c'est très très fort. C'est tellement fort que le jour où je mets pas de mots fins d'ailleurs, mais le jour où j'écris les dernières phrases, je pleure. Le jour où j'ai écrit les dernières phrases de mon livre, j'en pleurais parce que j'avais l'impression de dire au revoir à des personnages avec qui parce que j'ai mis 2 ans pour l'écrire, mais 2 ans tous les jours. Il y a eu très très peu de moments de pause et de repos, et donc j'ai vraiment vécu pendant 2 ans avec ce petit monde, avec tous ces personnages, et c'était difficile de dire c'est fini. Ouais, on arrête, stop, là, il faut que tu arrêtes là. T'es arrivé au bout. Ok, donc 2 ans, un petit peu tous les jours, tu disais tous quasiment. les jours, oui, tous les jours, ouais. Plusieurs heures par jour, oui. D'accord, incroyable. Combien de pages? Oh, il n'y en a pas beaucoup finalement, parce qu'après, forcément, quand tu regroupes tout, il y a 230 pages. Quoi. Ok. Et donc tu as réussi quand même à le faire sortir, à en faire un vrai livre? En fait, oui, j'ai réussi, mais là aussi, c'est un concours de circonstances. Et moi, comme je t'avais dit l'autre jour, moi, je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et bien, ce livre a été une succession de rendez-vous et de rencontres. Ça a été le début de quelque chose de nouveau? Eh bien, ça a été le début de tout, en fait. Ça a été le début de ma nouvelle vie. Dans le sens où je voulais me documenter, ce livre se passe. Je l'ai écrit essentiellement dans la forêt. J'ai passé des centaines d'heures dans la forêt, jonchée au-dessus de mon caillou. En fait, c'est un grand rocher qui s'appelle le caillou Kibik, et j'ai passé des heures et des heures seule dans la forêt à écrire mon roman et à m'inspirer de la nature et de tout ce que je vivais à ce moment-là. Et donc, après tout ça, oui, j'ai eu envie de... Je me suis pas posé de questions, je l'ai écrit. Et puis quand les choses sont venues à moi, c'est-à-dire que j'ai revu un ami d'adolescence qui était plus un ami à ma sœur, qui faisait de très jolies photos. Et à cette époque, on s'est côtoyés. Je lui ai demandé de faire la photo de couverture de mon roman. Et puis, j'ai un autre ami qui était infographiste à qui j'ai demandé de faire la couverture. Et puis, en fait, mon ami qui a fait la photo de mon roman, lui, il connaissait un éditeur et c'est lui qui m'a mis en rapport. En fait, les choses ont coulé de source. J'ai pas eu besoin de... Ça se fait naturellement. Oui, c'est ça. Et c'est venu à toi. Ouais, je pense que dans la vie, quand on est juste avec soi-même, la vie nous met sur notre chemin ce qu'on a besoin de... Les choses qu'on a besoin de vivre, les rencontres, les occasions, tout ça, oui. Quand on suit son intuition, qu'on a l'impression de suivre son chemin, mais pas après pas, mais au centimètre près, quand tu te dis en fait... c'est probablement exactement ça que je dois faire, et que tu le fais au quotidien, et comme tu dis pour ce livre ça t'a pris 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es dit je vais pas au bout, où tu t'es dit j'arrête là ou... Non, jamais, parce qu'en fait c'était tellement salvateur, c'était ma porte de secours. Moi, avec mon mari à l'époque, on vivait rien en fait, à part être parents, c'est tout ce qu'on faisait. On n'allait jamais en vacances, on sortait pas, on allait nulle part, on partageait rien, hormis les enfants. Et donc c'était mon seul moment d'évasion, ce livre, l'écriture de ce livre. Donc pour rien au monde, j'aurais voulu que ça s'arrête. Ok, je comprends. Ok. Et après ça, qu'est-ce qui se passe alors? Mais il se passe que je me documente sur la nature, sur les plantes, sur plein de choses. J'essaie parce que ce livre est vrai, toutes les choses sont vraies. Vraiment, c'est une histoire qui part après dans le fantastique, mais avec cette impression de se dire « et si c'était vrai ?» Et donc j'essaie de le rendre le plus réel possible. Et donc je me renseigne, je demande... J'ai à l'époque la cousine de mon mari qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est nature, plantes, tout ça. Et donc je sais qu'elle a des livres là-dessus et je lui demande si elle ne peut pas m'en prêter quelques-uns. Et c'est ce qu'elle fait et elle me prête un livre notamment de Rika Zaraï, le livre absolument improbable, je ne me souviens plus du titre. Mais je le lis avec attention malgré tout et il y a certaines phrases qui me parlent. Je ne me souviens plus de ces phrases. Mais en fait, je ne me souviens plus de ces phrases parce que ce qui a été important pour moi, c'est que le jour où j'ai lu ce livre, certaines phrases se sont comme
allumées dans le bouquin. Et elles étaient beaucoup plus voyantes que tout le reste. Et ça m'a énormément parlé. Et donc, ça parlait de confiance en soi, ça parlait d'estime de soi, enfin de ce genre de choses que je ne connaissais pas du tout. Les et pièces ça m'a manquantes du puzzle. interpellée, exactement. Et donc, du coup, je suis allée voir sur Internet. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça et à vouloir découvrir de quoi elle parlait, essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire. Et là, j'ai découvert des choses. C'est-à-dire qu'en tapant certains mots, certaines phrases sur Internet, je suis tombée sur une chaîne YouTube principalement, et qui était sur le développement personnel. Et cette chaîne, le premier interview que j'ai vu, a radicalement changé le cours de ma vie. Elle est encore sur YouTube, cette interview, tu penses ? Oui, je pense que... On mettra le lien dans la description. Ah oui, si tu veux. Vraiment. On mettra le lien de la chaîne et tout ça. Bah, du coup, la chaîne, tu disais, c'était Tistria. Tistria. Voilà, ok, ouais. bah tu me diras, je mettrai les liens. Moi, cette chaîne, elle a changé véritablement le cours de ma vie, mais ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Ok, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, t'as l'impression d'avoir ouvert une porte avec, comment dire, tu sais, cette métaphore, tu citais, j'ouvre une porte, et puis derrière cette porte, il y a 10 nouvelles portes. C'est ça, exactement. Et j'ouvre les autres portes, et il y a 20 nouvelles portes, etc., etc. Et c'est découverte après découverte, de manière exponentielle. Tu parlais aussi, peut-être qu'on peut parler de ça maintenant, de l'incompréhension de ton entourage, et principalement de ton partenaire à l'époque, qui te voyait, en fait, complètement... comment dire, émerveillé par ces nouvelles découvertes, et il me semble que tu as essayé de l'emmener avec toi, de lui faire découvrir tout ça. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que je découvre une autre façon de voir la vie. Là, ce sont des gens qui montrent leur façon de voir la vie, de voir les choses, et moi, je suis dans un schéma où on est, on vit notre enfance, notre adolescence, on a un travail, enfin, on se marie, on a un travail, on a des enfants, et puis on meurt. Moi, mon schéma de vie, c'est ça. C'est ce qu'on m'a appris, ou en tout cas, c'est ce qu'on m'a montré. Et il n'y a rien autour, et je ne me pose pas la question non plus, parce que comme je ne connais pas, quand on ne connaît pas, on ne peut pas savoir ce qui existe à côté. Et donc, je pense que c'est ça la vie. Et sauf que là, j'arrive et je vois des gens qui me montrent que la vie, c'est plein de choses. Que la vie, elle est pas... elle est pas figée, que tout est réalisable, tout est possible, qu'il y a une infinité de possibilités. Moi qui crois que je suis née pour mourir, moi qui crois que là en fait chaque jour que je vis, c'est un jour de plus qui me rapproche de ma mort. Mais je vais vraiment avec cet état d'esprit, j'avance avec cet état d'esprit. Donc à quoi bon? Je comprends pas. Moi j'en veux à mes parents énormément de m'avoir mis au monde, parce que je comprends pas le sens de ma vie. Je vois pas ce que je fais là, je vois pas ce que je fais sur Terre, je vois pas l'intérêt de vivre non plus, parce que vivre c'est souffrir. Je connais que la souffrance. Alors je connais un peu l'amour, oui, par rapport à mes enfants, mais je me suis rendu compte que je peux pas leur imposer de me rendre heureuse. Et moi, mon propre bonheur, j'arrive pas à le trouver, parce que je sais pas où il est, je sais pas comment le faire exister. Donc tout ça, et là, du jour au lendemain, je vois des personnes qui me montrent un monde, mais totalement différent de tout ça. Donc ça me passionne. Mais je passe des heures et des heures à éplucher toutes les vidéos que je peux trouver. Tu citais cette image comme une petite fille qui entre dans un parc d'attractions. Pour la première fois de sa vie, et qui voit tout ça, et qui se dit mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est incroyable, t'as envie de goûter à tout, t'as envie de toucher à tout. Puis j'ai cette soif d'apprendre surtout. Je commande tous les livres que je peux, je suis dans les librairies, dans les bibliothèques de partout. Wow. Enfin, je peux pas m'arrêter en fait, j'ai plus envie de dormir, j'ai envie d'apprendre. Ça y est, t'as trouvé. J'ai envie d'apprendre la vie, j'ai envie qu'on m'enseigne, puisque je viens de découvrir des nouvelles choses, une nouvelle vision. Plus rien n'est fermé en fait. C'est ce que je croyais définitif et fermé n'a plus lieu d'être. C'est au contraire un champ infini des possibles qui s'ouvre à moi, où c'est juste absolument incroyable. Je me dis waouh, et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre. Donc je tombe sur plein de choses comme Anthony Robbins, David Laroche, Deepak Chopra, Paulo Coelho. Enfin il y a plein de... Je commence à dévorer tous ces bouquins là. Franck Lobvet qui m'a beaucoup ouvert aussi, surtout lui d'ailleurs, ça a commencé par lui. D'accord. Et donc de toutes ces personnes-là que je suis sur YouTube, moi j'aime bien le réel, je suis quelqu'un qui aime énormément le contact et le lien. Donc je me dis c'est bien par vidéo, c'est cool, c'est chouette, mais c'est tellement impersonnel, je suis là toute seule dans mon salon, et la solitude elle est encore là quand même, donc je me dis je vais aller les rencontrer en vrai. Et donc je commence à aller... Beaucoup de gens ne passent jamais ce cap, hein. Et toi c'est venu assez rapidement cette révélation, tu t'es dit je vais passer derrière mon écran à devant la personne en question.
Oui, oui, assez. En fait, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, mais d'être toujours assise dans mon fauteuil et d'être toujours aussi seule Au qu'avant. bout de, tu disais? Oh, ça, j'ai mis quelques mois, je pense. Ah, ok. Oui, je sais plus combien vraiment, D'accord. mais finalement, ce sentiment de solitude, il est là tout le temps, puisque je suis D'accord. juste devant un écran, mais Ok. concrètement. T'étais consciente de ça quand même. Oui, c'est ça. C'était des découvertes, mais concrètement, t'étais toujours seule. Et oui, et puis il n'y a pas de D'accord. passage à l'action proprement dit, sauf qu'à côté, avec mon couple, ça commence à ne plus aller, parce que moi, je vois ça et je suis vraiment émerveillée et enthousiaste, mais je commence à avoir enfin envie de vivre. Et je veux le partager. Forcément, la première chose, quand on vit quelque chose de bien, on a envie de le partager avec sûr. son entourage. Donc j'ai envie de le partager avec mon mari. Et lui, il est réticent à tout ça et il ne comprend pas. Et du coup, lui, il reste sur son chemin tout tracé avec, comme je te disais tout à l'heure, c'est très imagé, mais pourtant tellement réel, avec son chat, sa télé, et sa télécommande à la main. Et puis c'est tout. Et moi, j'ai envie d'explorer le monde, j'ai envie de découvrir la vie, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de partager des choses. Et on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, lui et moi, au point où il finit par me dire « Mais t'es rentrée dans une secte, c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit ça aux enfants aussi, « Maman, elle va pas bien, maman, elle fait des choses bizarres, maman, elle aime la nature. » Donc vraiment, là, il y a un fossé qui se creuse. Tu t'es retrouvée, tu disais tout à l'heure, avec deux options en face de toi. Soit considérer que, ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis bizarre, donc je vais revenir en arrière. Soit non, j'ai raison. Je pense avoir raison, ça m'intéresse tellement, je vais pas faire marche arrière. Maintenant j'y vais, à fond. C'est ça. Il y avait deux chemins qui se proposaient à moi, c'est tu continues à vivre ce que tu vis, mais tu sais déjà la finalité, puisque tu sais vers quoi tu vas. C'est ça, c'est son discours à lui aussi d'ailleurs. Il n'y a rien de spécial à vivre, il faut juste... voilà, peut-être même que ça reflétait une réalité, peut-être que tu lui mettais en face des yeux quelque chose qui lui parlait, mais il n'a pas eu le courage de le voir. Ça se trouve, il avait peut-être lui aussi un mal-être, je sais pas du tout, on a très peu parlé, mais si ça se trouve, cette réticence qu'il avait face à ces nouvelles connaissances reflétait un mal-être qu'il pouvait ressentir, mais qu'il n'avait pas eu le courage de regarder en face, oui, contrairement à toi. Oui, c'était tout à fait ça. Mais après, il n'avait pas non plus envie que les choses changent. Il était confortablement installé, et puis ça aurait demandé trop de mouvement, sans doute. Et puis voilà, mais après, moi j'acceptais qu'il puisse voir les choses à sa façon, sauf que moi je ne pouvais plus suivre dans ce chemin-là, et donc on a décidé de se séparer après 22 ans de vie commune et 20 ans de mariage. D'accord. Et ça a été la plus grande et la plus belle décision que j'ai prise, parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé véritablement à vivre pour moi et à prendre les choses en main. Mais j'ai fait plein de choses que j'aurais jamais fait avant, puisqu'on partait jamais en vacances, on faisait rien du tout. Et là, j'ai acheté une caravane que j'ai accrochée à ma voiture, et je suis partie à l'aventure avec mes enfants. Magnifique. Je les ai emmenés un peu partout, visiter des endroits, visiter plein de choses. Tu t'es retrouvée face à une infinité de possibilités. Parce que oui, c'est ça, c'était possible. En fait, je me suis rendu compte que la vie, elle est ce qu'on en fait. Et souvent, on a envie, on rêve, mais on met jamais vraiment en action les choses pour que ça se réalise. Et là, je suis passée à l'acte. J'ai arrêté de rêver et j'ai commencé à réaliser mes rêves. Et ça faisait une grande différence. Là, enfin, la vie me montrait un autre tracé. Ça, c'était à quel âge ? J'avais plus de 38 ans, je pense. Oui, je pense que cette ça. Découverte de ce... Ok. Oui, plus ou moins. Donc, ces gens, je suis allée les découvrir. Donc, j'ai pris l'avion, j'ai été faire des stages. J'ai pris, parfois, ça m'est arrivé de prendre ma voiture. Comme je te disais tout à l'heure, il y avait un séminaire de Laurent Lévy que je voulais absolument faire. J'ai pris ma voiture, j'ai fait 700 km, et juste pour aller voir ce qu'il avait à dire d'intéressant. Et chaque fois que j'ai fait ces choses-là, chaque fois que j'ai osé faire ça, j'ai vécu des histoires juste incroyables. Et moi, je crois vraiment à la magie. Moi, je suis persuadée que la magie de la vie, elle existe, parce que je l'ai tellement vécue mais je la vivais à chaque fois que j'osais faire des choses qui sortaient de mon quotidien, qui sortaient de ma zone de confort. Casser cette peur, aller de l'autre côté. C'est ça, exactement. Et cette routine qu'on croit être une fatalité, en fait. Et donc, ça m'a permis de rencontrer ces gens en vrai. Et puis moi, j'adore ça, de voir les gens en vrai, de pouvoir discuter, d'avoir de véritables échanges.
Et puis, seulement c'est un coût, c'est un budget. Moi, je me retrouvais seule à élever 7 enfants, sans revenus, sans travail. Après, je rentre pas dedans parce que, en fait, j'ai pas envie. Parce que finalement, c'est à côté de ce que je venais de découvrir, c'était presque dérisoire. Mais j'avais la crainte, mon ex-mari voulait vendre la maison, donc j'avais la crainte de me retrouver sans un toit sur la tête, avec cet enfant toute seule à gérer, parce que lui, c'était complètement dédouané des enfants, de l'éducation, tout ça. Donc ça a été vraiment quelque chose de compliqué à vivre. Mais le reste a tellement pris d'ampleur après que j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, parce que finalement c'était une leçon de vie, tout est leçon de vie. Et ça m'a permis de comprendre que j'étais capable de m'en sortir toute seule et de m'occuper de mes enfants toute seule. Et c'était une superbe leçon de vie qui m'a offert, parce que ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis d'avancer avec une sécurité, mais pas une sécurité qui dépendait des autres, une sécurité que je m'étais créée moi-même. Ça y est, oui, tu avais commencé à créer cette estime Exactement. Envers toi-même, ouais. Et puis cet amour-propre, tu commences à étudier, tu commences à t'intéresser, tu commences à faire des voyages, tu te rends compte que tu bats certaines peurs, même ça devient forcément ton quotidien, tellement ça te prend aux tripes, tu sais. Je suis passionnée, je suis animée par tout ça, je passe des heures et des heures à écrire, à retranscrire tout ce que j'entends sur toutes les vidéos que je regarde, que tu parlais tout à l'heure de ce que tu avais écrit, des feuilles de tes traductions. Ouais. Et ben moi j'ai des tas de feuilles manuscrites de tout ce que j'ai retenu, parce que j'avais besoin d'imprimer ça. Je trouvais ça tellement incroyable qu'il fallait que je l'inscrive. Ouais, puis que tu l'intègres. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Au début, je l'intègre et je l'écris pour moi. Et finalement, c'est ce qui va me permettre après de m'en servir là, maintenant, dans mon travail. Ouais. Très bien, je voulais revenir rapidement sur cette notion de battre les peurs. Et tu disais, avant qu'on entame cette discussion, que tout ce que tu as fait dans ta vie de significatif, pour la plupart, ça se trouvait derrière tes plus grandes peurs. Ouais. Tu parlais... alors, il y a tout ce contexte autour de l'estime de soi, ces démons personnels que tu as pu avoir, que tu as, au fil des ans, forcément attaqué, affaibli et même battu pour certains. Tu me parlais aussi de la voiture, le fait de prendre le volant et de partir, quelque chose. Est-ce que tu peux parler de ça justement, tu disais... En fait, là, comme j'étais devenue un peu agoraphobe, donc j'avais peur de la foule, j'avais peur de sortir de chez moi, et j'avais mon permis depuis de nombreuses années, mais je conduisais assez rarement. C'était plutôt mon mari qui conduisait, et puis lui, on avait acheté une voiture, et lui me disait toujours: ne prends pas la voiture, tu sauras pas la garer, ou tu vas faire une griffe, ou tu te regardes loin, et tu sais pas le faire, ne fais pas de créneau, tu sais pas le faire. Et donc je me suis construite avec cette image que j'étais pas capable de conduire la voiture, alors que j'avais passé mon permis avant lui, que lui était chauffeur routier, mais que c'est moi qui avais appris le permis, qui avait étudié le permis camion, la théorie en tout cas, parce que lui n'arrivait pas à le passer, donc je l'avais étudié pour pouvoir lui enseigner après, pour que lui puisse le passer. Mais malgré tout ça, j'avais vraiment perdu confiance en moi, et d'entendre ça régulièrement m'avait vraiment persuadée. C'est ce que tu disais, ça m'a marqué tout à l'heure, un truc que j'ai relevé, c'est que tu disais que quand t'as pas confiance en toi, les critiques qu'on peut te faire, tu vas les prendre beaucoup plus personnellement. Tout à fait. Si t'avais eu cette estime de toi-même à l'époque, déjà, le fait qu'on te répète t'es pas capable, ça t'aurait pas forcément impacté. Pas de la même façon, c'est sûr. Mais là, vraiment, ça m'a marqué. Et puis, il faisait partie de mon petit monde. Donc, s'il me disait ça, c'est qu'il avait ses raisons et elles devaient être bonnes. Et je cherchais pas plus loin. Et donc, quand on s'est séparés, forcément, ça a été assez compliqué. Et puis, un jour, comme je regardais toutes ces vidéos et toutes ces choses, je me suis dit: ok, mais t'en fais quoi concrètement dans ta vie? Parce que t'es en train de prendre plein d'informations, plein d'enseignements, mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu en fais? Et je me suis dit: mais j'en fais rien du tout. Je suis juste en train d'idéaliser tout ce qu'ils disent, mais je le mets pas en pratique, moi, dans mon quotidien. Et je suis pas heureuse non plus. Donc, je me suis dit: il faut que je fasse quelque chose. Mon quotidien ne me plaît pas, donc si tu veux que les choses se changent, commence par changer toi-même. Je dis: qu'est-ce que je dois changer en moi? Pour savoir ça, va voir du côté de tes peurs. Donc je suis allée voir du côté de mes peurs, et à l'époque vraiment ce qui me terrorisait, c'était de prendre ma voiture, de rouler, de faire beaucoup de kilomètres, parce que j'en avais jamais fait beaucoup. Je pense que le maximum de kilomètres que j'avais dû faire, c'était 100-150 kilomètres,
Et j'avais jamais osé aller au-delà de ça, et pas seule en plus, donc rouler seule, faire beaucoup de kilomètres et rouler de nuit. Ça, c'était 3 peurs récurrentes chez moi. Et je me suis dit, bon, ben ok, si c'est ça qui te fait peur, alors c'est ça que tu vas faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça rejoint l'histoire du musicien que j'ai rencontré dans le sud de la France quand j'avais 15 ans. Parce que là, entre-temps, on s'est revus, on a repris contact. Et il m'apprend qu'il joue au Festival d'Avignon. Il joue pour un spectacle pendant 3 semaines. Moi, Avignon, je ne connais pas. Le Festival d'Avignon, je ne connais pas du tout. Et je me suis dit, bah tiens, puisque pour aller à Avignon, il faut 1000 km. Bah, je vais lui faire la surprise. Je vais prendre ma voiture et je vais aller le rejoindre. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 1000 km, j'ai roulé seule, de nuit, et je me suis mis ce défi. J'ai mis 14 heures pour y arriver, je suis arrivée en pleurant de fatigue et en pleurant de joie, en me disant que je l'avais fait. Je crois que j'avais jamais été aussi fière de moi de toute ma vie. Je l'avais fait, je pleurais de joie, mais je l'avais fait, j'y étais arrivée. Wow. J'avais fait quelque chose qui me terrorisait depuis des années, j'avais fait quelque chose que je me croyais incapable de faire. Alors je sais qu'aux yeux de certains, ça peut paraître ridicule et anodin, mais moi c'était quelque chose qui me terrorisait profondément, et là je l'avais fait, j'y étais arrivée, et par moi-même, et donc j'étais très très fière de moi, et de là les cadeaux ont commencé. Donc je suis arrivée là à Avignon, je lui ai fait la surprise, et finalement je suis restée là, j'étais là pour 4 jours, j'avais réservé un Airbnb pour 4 jours, j'y suis restée 3 semaines, j'ai fait le Festival d'Avignon intensément, puisque j'ai commencé à monter les décors, à démonter les décors. Puis après, j'ai même tourné avec le journal de France 3 qui avait besoin d'un peu d'aide. J'ai fait la promotion du spectacle, je suis devenue amie avec la chanteuse. Et j'ai vécu les 3 semaines les plus incroyables de ma vie. J'ai fait des rencontres invraisemblables. J'étais assise, pour te donner un exemple, mais ça c'est le Festival d'Avignon. J'étais assise à une terrasse en train de faire la promotion du spectacle. Et j'ai le comédien Boudère, je sais plus comment qui est venu s'asseoir un matin, me disant tiens, qu'est-ce que tu présentes, qu'est-ce que tu fais, et j'ai vécu plein de choses comme ça, mais juste incroyables et invraisemblables. Et en fait, ça m'a simplement montré que quand on dépasse ses peurs et qu'on ose sortir de sa zone de confort, bah, la vie, elle nous fait plein de récompenses et plein de cadeaux. Tout ça s'est passé pile derrière le moment où tu as battu cette peur. Oui, parce qu'à la base, je partais pour 4 jours, et j'y ai passé les 3 semaines les plus incroyables de toute ma vie. Je suis revenue là pleine d'espoir et pleine de joie, et j'avais presque du mal de redescendre, parce que c'était de me dire mais comment j'avais pu vivre un truc pareil. La chanteuse que je connaissais à peine avant m'avait proposé de m'héberger, j'ai trouvé des logements, mais tout s'est mis en place avec une facilité déconcertante. J'avais pas besoin de réfléchir, ça se mettait en place devant moi. Tu sais, c'est un peu l'image de tu dois traverser un chemin, mais c'est dans le vide, et en fait quand tu oses faire un pas, il y a une dalle qui se met sous ton pas et qui te permet de te maintenir et d'avancer. Incroyable. C'était exactement ça. J'avais pas besoin de calculer les choses, j'avais juste besoin de les vivre. Je vivais et puis les choses se mettaient en place avec une facilité vraiment déconcertante. Et je me suis dit que si c'était arrivé une fois, bah, ça pouvait se reproduire. Et à mon retour en Belgique, là, j'ai vécu une succession de choses mais absolument incroyables, où je me suis dit, ma vie est digne d'un film, mais si je raconte ça, il n'y a personne qui va me croire. Parce que c'était que des choses invraisemblables qui se mettaient en place. Surtout pas du jour au lendemain, mais presque. Tu pars, tu viens de dizaines d'années, depuis ton adolescence, à croire que t'es pas capable, à avoir peur, à avoir ces démons-là qui te travaillent, sans savoir comment les combattre. C'est ça. Et tu te retrouves à battre tes peurs, à partir à l'aventure, partir dans l'inconnu, faire des choses qui te terrorisent, concrètement. Ah oui, clairement. Clairement, ça me terrorise, vraiment. J'ai le cœur, quand je démarre, j'ai le cœur qui va exploser tellement il bat fort, et je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je vais y arriver en vie. Oui, clairement, je suis terrorisée quand je pars. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc tu dis tu rentres en Belgique? Je rentre en Belgique, et puis là, en fait, avec je garde des liens d'amitié, puisque quand toutes les 3 semaines, je me lie d'amitié avec le directeur du théâtre, et on garde de ce lien d'amitié qui finalement va après faire que va aussi changer les choses et le cours de ma vie. Et là, je rentre en Belgique et je continue de décider d'aller voir toutes ces personnes que j'ai vues sur YouTube. Et donc ça commence
Et je prends la décision de faire un festival chamanique à Namur, à 2 heures de chez moi. Avec ma meilleure amie, on décide de faire ça parce que c'est elle qui me le propose. Et puis je me dis, tiens, moi les nouvelles expériences, pourquoi pas. Et donc on accroche ma caravane à ma voiture et on part toutes les deux à l'aventure. Faut savoir qu'une caravane à conduire, c'est pas facile et à garer encore moi, tu vois. Ouais. Mais on part à l'aventure. Le fameux créneau. Alors là, surtout tout est inversé, donc c'est prise de tête, vraiment. Mais on part là-bas et quand on arrive là-bas, je vois une affiche d'un je ne sais plus exactement ce qu'il est, mais c'est un intervenant donc, que j'ai vu et que j'ai suivi sur YouTube qui s'appelle Gilles Delieuse et que je voulais rencontrer. Je rêvais de faire un stage avec lui. Et incroyable, je vois une affiche là, comme quoi il vient en Belgique. Lui, il est du côté de Narbonne et il vient en Belgique présenter un stage. Donc je me dis, waouh, l'occasion, elle est juste incroyable. Donc, comme par hasard. Voilà, c'est ça. Et alors là, c'est vraiment une succession de hasards, on va dire. Et donc, je prends le numéro de téléphone et j'appelle pour voir s'il y a encore des places et les conditions, comment ça se passe, tout ça. Et j'appelle et je tombe sur un monsieur au téléphone et je dis, voilà, j'ai vu une affiche, je suis intéressée pour suivre le stage de Gilles. Et il me dit, oui, bah, pas de souci, mais est-ce que vous pourriez m'envoyer votre mail pour que je puisse vous donner toutes les informations? Parce que là, pour le moment, je ne suis pas chez moi, je fais un festival chamanique à Namur. Je dis, tiens, c'est marrant, mais moi aussi, je suis un festival chamanique à Namur. La probabilité qu'il y en ait 2 le même week-end, c'est assez... Et il me dit, ah bon, mais tu es où toi? Et je dis, ben là, je suis dans ma voiture, on vient d'arriver, je suis dans ma caravane. Il dit, ben moi je suis juste à côté, il dit. Ah mais ok. Il y a un feu là, il dit, tu vois la fumée? Ben moi je suis là. Mais non. Et je dis, non mais c'est juste incroyable. Et il dit, bah viens, je t'attends. Je sors de ma caravane et à pied, carrément. Ah, on était vraiment à côté. Je sais pas, 50 mètres l'un de l'autre, même pas, je pense. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'arrive et que je vois qui est là en face de moi, c'était le monsieur qui m'avait ouvert le passage pour que je puisse rentrer ma caravane sur le site. Okay. Et donc je me mets à rire et je dis c'est juste incroyable. Wow. Et donc je vis un week-end assez particulier avec cet état d'esprit de me dire c'est quand même fou que au moment où je décide, la personne est là et il est là au même endroit que moi, ce qui n'est pas du tout chez moi. Et un lien d'amitié se crée un peu avec lui. Okay. Je fais ce stage, donc c'est 1 mois plus tard, je fais ce stage avec ma meilleure amie. Et ce monsieur-là qui organise, on s'entend très bien, donc on garde des liens d'amitié. Et quelques temps plus tard, beaucoup plus tard, je ne sais plus combien de mois, 7-8 mois peut-être, ou l'année suivante, je ne sais plus, enfin bref, il refait venir de nouveau Gilles, et moi j'aime bien, j'aurais bien aimé de nouveau participer à ce stage, sauf que financièrement, j'ai pas les moyens. Et il s'avère que lui, comme il est organisateur, il part, lui, au Mexique. Il va faire un stage en forêt avec des chamans au Mexique. Et il ne pourra pas être là, il ne pourra pas organiser la venue de Gilles. Et il me dit, est-ce que tu veux bien, toi, t'en occuper et t'en charger? Et en échange, du coup, comme c'est toi qui t'occupes, toi, tu ne paieras pas le stage. Et je me dis, c'est juste waouh, parce que je veux faire ce stage, mais j'ai pas les moyens de le faire. Et du coup, la vie me l'offre. Et en plus de ça, j'ai l'occasion de passer du temps avec Gilles. Et enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui est aussi plein d'enseignements. Et donc c'est super chouette. Et je vis un séjour aussi incroyable. Et en fait, ça n'a fait que ça, parce que tous ces intervenants que je suis allée voir, que je suivais sur Internet, et puis que je suis allée voir, à chaque fois, il s'est passé des choses comme ça. À chaque fois que tu es passée à l'action. Incroyable, oui, voilà. Il y a eu des choses, des synchronicités, des liens d'amitié, même avec certains qui se sont mis en place. Oui, il faut y aller, en fait. Faut oser. Oui, quand les choses, quand on en a vraiment envie, il ne faut pas se poser de questions, de savoir si c'est bien, c'est mal, est-ce que ça va marcher ou pas. Non, il faut y aller, il faut suivre. Prends ton ticket de train, monte dans ta voiture, commence la route, tu te poseras les questions à l'arrivée. Et oui, vraiment. Ouais. Et de tout ça, j'ai fait des rencontres juste incroyables. Et j'ai vécu des expériences mais magnifiques. C'est riche d'enseignements, de rencontres, de partage. Je crois que j'aurais pas assez d'un après-midi pour. Ouais, t'aurais jamais imaginé non, jamais, mais atteindre ce genre de quotidien. Quand je revois l'Aurélie étriquée que j'étais avec cette conception de la vie que j'avais, je me dis mais comment j'ai pu comment j'ai pu être là-dedans et merci la vie de m'avoir ouvert à autre chose. Et c'est ce qui m'a amené au développement personnel, et puis c'est ce qui m'a amené à moi à partager à devenir coach en développement personnel, parce que justement je me suis dit si moi j'y suis arrivée,
il faut que les gens comprennent que c'est accessible à tous et que tout est possible quand on se donne les moyens et quand on y va vraiment. Et donc ça a été les réponses que tu cherchais quand tu t'es plongé dans le développement personnel, que tu as acquéri que tu t'es renseigné par curiosité, tu as touché à tout, tu as lu tous les livres, toutes les vidéos, les formations, les trucs comme ça, et que tu t'es posé cette question, mais en fait, qu'est-ce que j'en fais de ce savoir ? Exactement. Ça a été la première étape, donc, si j'ai bien compris, d'aller à des séminaires, d'aller sur place, de rencontrer des gens, de passer à l'action. Et je crois, si je comprends bien, la deuxième étape, ça a été de devenir coach en développement personnel. Tout à fait, mais c'était parce que, en fait, donc ces intervenants que j'allais voir, je me disais, moi j'ai la chance, je le fais, mais tout le monde n'a pas forcément cette possibilité-là où tout le monde n'ose pas vraiment. Donc je me dis, et si moi j'essayais de les faire venir en Belgique et de les rendre accessibles à d'autres aussi pour qu'ils puissent, que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de ça. Et donc j'ai commencé à organiser ça pour d'autres et à les faire venir en me disant c'était un bon compromis puisque j'avais pas les moyens financiers pour payer tous ces stages qui sont très onéreux pour certains, mais le fait que ce soit moi qui organise, ça me permettait moi de bénéficier du stage, de bénéficier de l'intervenant et puis de partager ça avec d'autres. Parfait. Donc c'était tout gagnant. Donc j'ai commencé à organiser ça et puis à la longue d'organiser, ils ont commencé à me dire c'est bien ce que tu fais, c'est bien d'organiser pour les autres, mais si tu le faisais toi, pour Incroyable. toi, et si c'était toi qui enseignais parce que on pense que tu as les capacités et que tu as suffisamment de connaissances pour pouvoir toi aussi transmettre à ta façon à toi, parce que toi en plus tu as le vécu, tu as l'expérience et tu pourrais partager ça à d'autres et inspirer d'autres personnes. C'est là que tu te rends compte que toutes ces années de galère, c'est des outils que tu as à disposition. C'est un moyen d'apporter des réponses à des personnes qui ne les ont pas encore trouvées, leur faire gagner du temps. Oui, aujourd'hui, je ne peux que dire merci à la vie, que dire merci à mes parents et à toutes ces choses compliquées que j'ai vécues. Parce que si j'avais pas connu ces douleurs et ces choses difficiles qui ont été vraiment très très lourdes, j'aurais pas eu ce courage et cette force et cette détermination que j'ai aujourd'hui. Et je me rends compte avec le recul que tout ça, en fait, ce ne sont que des enseignements. Tu sais, la vie, elle a plein de facettes et tout dépend de la façon dont tu la regardes. Et donc tu peux la regarder d'un côté en te disant ouais, mais j'ai souffert et c'est mon passé qui m'empêche d'avancer, j'ai une enfance difficile et c'est pas possible parce que j'ai un mauvais bagage, je pourrais jamais avancer. Et tu as raison, si tu penses ça, tu as raison. Par contre tu peux la regarder d'un autre côté, sous un autre angle et te dire que en fait, tout ça, ça m'a forgé, ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et cette petite fille, cette petite Aurélie qui a autant souffert, par respect pour elle, aujourd'hui, je lui dois d'être heureuse, je lui dois de faire des choses positives parce qu'elle s'est battue, elle n'a pas lâché et pourtant elle avait aucune arme, elle avait aucun bagage, mais elle a rien lâché. Alors si elle n'a pas lâché, toi adulte, t'as pas le droit de lâcher par respect pour elle. Et ça c'est quelque chose, c'est un moteur énorme pour moi pour avancer, à chaque fois de regarder cette photo de moi quand j'étais petite et de me regarder sourire alors que je sais que derrière toute la souffrance que j'endure et de me dire non mais elle n'a pas abandonné cette petite là elle s'est battue, elle a fait ce qu'elle pouvait comme elle pouvait, mais elle n'a jamais abandonné. Alors toi adulte, avec tes connaissances aujourd'hui, t'as pas le droit d'abandonner. Incroyable, je crois que la boucle est bouclée, même si on a toujours à apprendre et que tu tires des leçons à chaque fois de tes nouvelles expériences, etc. Du coup, t'es entré dans le monde du coaching. Oui. Depuis combien de temps tu fais ça ? Je pense que j'ai commencé en 2018, oui, fin 2018, début 2019, je pense. Ok, 4 ans et quelques. Oui, c'est ça, oui. Ok, comment ça se passe comment on devient coach ? Comment on passe de... Moi, c'était vraiment mon leitmotiv, c'est d'enseigner. Vraiment, je pars du postulat que... Ok. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce réflexe d'aller voir quelles étaient les possibilités, d'aller découvrir tous ces gens sur YouTube et d'aller les rencontrer en vrai et de m'inspirer d'eux. Et je sais que si j'avais pas eu ça, je sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Si j'aurais trouvé les outils... Si tu t'étais contenté de lire, de regarder, mais de pas appliquer derrière, peut-être que ta situation aurait été encore pire parce que tu te retrouves avec toutes les informations, mais derrière,
on en fait quoi? Voilà. Ouais. Et puis de me dire que ces gens-là m'ont inspirée. Ces gens-là m'ont ouvert une porte sur un monde que je ne connaissais même pas et dont je n'avais même pas conscience. Et sur cette façon et ce regard sur la vie. Et je me dis que si moi, à mon tour, je peux aussi apporter cette ouverture d'esprit à d'autres et leur dire que même quand on est au plus mal, même quand on croit que tout est fini, parfois on n'est jamais aussi près du but qu'à ce moment-là. Et souvent, c'est ça. Souvent, c'est ce que j'ai vécu, c'est que quand j'étais au fond du fond et que je pensais que tout était fini, qu'il n'y avait plus rien à vivre et qu'il y avait vraiment la vie n'en valait plus la peine, il y a toujours une petite voix qui est arrivée derrière, il y a toujours une petite chose ou une synchronicité qui s'est mise en place et qui a fait que ça a redémarré et que ça a redémarré de plus belle encore. Et si moi j'arrive à apporter ça aux autres, alors c'est un pari gagné. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que malgré toutes ces années de difficultés, d'épreuves, de barrières à franchir, d'obstacles, etc., de remise en question continue, qu'est-ce qui a fait que, malgré parfois le désespoir total, la fatigue, la dépression, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que c'est devenu possible? C'est l'envie de vivre, en fait, c'est ça. Tu sais, Franck Lobvé dit toujours la solution à la vie, c'est de vivre la vie. Et je trouve que c'est tellement bien résumé. C'est de voir que il y a vraiment un champ des possibles qui est ouvert à nous et qu'à chaque instant, on est maître de notre destin. Et on est victime aussi de nos croyances et de nos programmations. Et quand tu prends conscience de ça, ça te change la vie radicalement parce que ça te permet de changer ton angle de vue et ta façon de penser. Il faut savoir que les pensées, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On a 60 000 pensées par jour. Donc t'imagines, elles sont pour la plupart inconscientes. Et quand tu réalises que dans le monde, rien n'existe sans que ça n'a d'abord été une pensée dans l'esprit d'un être humain. C'est-à-dire que rien de tout ça n'a pu être créé avant d'avoir été pensé. Et quand tu pars de ça, tu te dis, mais c'est juste incroyable. Ça veut dire qu'il suffit de penser à quelque chose et de le mettre en application pour qu'après les choses se mettent en place. Non seulement elles se mettent en place, mais après ça t'ouvre un champ de possible sur autre chose encore. Et ça, moi, cette force, ça, pour moi, c'est une énergie créatrice ultra puissante. Incroyable. Incroyable. Et du coup, comment ça se passe? T'as des élèves, t'as des rendez-vous, tes coachings? Comment... Là, c'est encore... j'avais, mais là, du coup, c'est comme il y a 1 an et demi, j'ai pris la décision de venir vivre en France, donc j'ai tout laissé derrière moi. D'accord, ok. Je recommence à zéro. J'ai pris la décision de refaire fameux voyage un nouveau départ. 1000 km, c'est ça? Là, c'était en fait, de par l'ami qui était directeur de théâtre, on a gardé ce lien et puis je suis venue régulièrement chez lui, il m'a invitée sur Avignon, je suis venue régulièrement et à la longue de venir très très régulièrement, j'ai fini par décider de venir y vivre et donc il y a 1 an et demi, j'ai pris la décision et j'ai tout laissé en Belgique et je suis venue vivre ici en France. Ok. Donc là, c'est un retour à zéro. Je suis en train de remettre tout ça en place, en route. Donc il y a eu un côté administratif très plombant. Mais voilà, tout ça, c'est en train de se construire. Ok, comme tu disais, tu te forces, tu t'appliques à exercer ce que tu prônes, ce que tu prêches auprès du monde, en fait, auprès de ton entourage, de tes élèves en coaching, etc., à travers ce genre de décisions. Et à partir de ce changement de décor radical, quels ont été les nouveaux défis entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Les nouveaux défis, c'était de pouvoir déjà s'implanter en France. C'est ça, parce que ça, c'est quelque chose de très, très compliqué. En plus, tu me disais, non, t'as changé complètement de décor. T'étais plutôt en campagne en Belgique, c'est ça? C'est ça, voilà. Là, je vis dans un petit village malgré tout, mais pour l'instant, c'est moi qui suis née à la campagne, qui grandit dans la nature. Voilà, là, je suis pour l'instant dans un appartement, un petit appartement. Mais tout ça, je sais que c'est transitoire. Je suis en train de construire les choses et de réécrire mon histoire. Donc, voilà. Magnifique. Je me permets de te demander quels sont tes objectifs pour la suite, prochaine mission.
mon travail, parce que c'est au-delà d'un travail, c'est une passion. J'aime énormément ce que je fais, donc vraiment j'aimerais pouvoir aussi créer des stages et pouvoir enseigner et puis continuer le coaching individuel comme je fais. Donc là je viens de créer mon auto-entreprise en France. D'accord. J'ai enfin pu obtenir et faire les démarches parce que c'était un peu compliqué, mais donc voilà. Et puis enseigner ce que je connais, partager ça et inspirer les autres. Magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder après tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure? Quelque chose qui te vient en tête, qu'on aurait oublié d'aborder, qui te tiendrait vraiment à cœur? Je vais partager avec toi une expérience que j'ai eue pas plus tard qu'hier et j'ai trouvé ça amusant et puis qui est tellement le reflet de la vie. Hier, j'étais sur ma terrasse et j'étais en train de lire un bouquin que je venais de recevoir. Et puis tout d'un coup, je suis au premier étage et puis tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Et j'étais assez surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Et vraiment, l'eau coulait. Et comme on dit chez nous en Belgique, ça drache. Et ça coulait, ça tombait bien. Mais j'étais vraiment absorbée par mon livre. Et puis au bout d'un moment, quelques minutes, je me disais quand même, je me lève pour voir la pluie tomber. Et là, je m'aperçois qu'au-delà de l'eau que je voyais couler, derrière ma voiture et tout le reste était sec. Et il me faut une fraction de seconde pour comprendre que c'était juste ma voisine du 3e étage qui était en train d'arroser ses jardinières et qui faisait couler l'eau. Mais parce que ça venait, ça coulait sur ma terrasse, ça coulait sur mes fauteuils de jardin. Okay. Et je me suis mis à rire et puis je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux. Parce que quelques secondes auparavant, j'étais persuadée qu'il pleuvait vraiment, j'avais aucun doute là-dessus. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de me lever et d'aller regarder plus loin, je me suis rendu compte que ma perception des choses dans l'instant, elle était totalement différente de ce qui se passait. Regarde réellement. À gauche, il fait grand soleil. Et puis voilà, et je me suis dit, la vie c'est ça, il faut toujours aller voir derrière, parce que derrière la pluie, c'est puissant. Il y a forcément quelque chose qui se cache et que nos perceptions ne sont toujours qu'un angle de vue. Et que des angles de vue, il y en a des milliers, voire plus encore. L'infinité, bien sûr. Exactement. Comme tu disais, toutes les facettes. Exactement, c'est ça. Et que tout dépend toujours de l'angle de vue sur lequel on regarde. Et mon angle de vue, quand je l'ai changé, j'ai vu autre chose, j'ai vu du soleil, et il pleuvait plus. Et pourtant, l'eau, elle coulait quand même. Belle métaphore. J'ai beaucoup aimé ça, parce que je me suis dit, c'est tellement le reflet de la vie, que c'est... Enfin voilà, c'était un petit clin d'œil, je pense. Ouais, bien sûr, t'étais plongé dans ton livre et en fait, je croyais que... Ouais, mais des fois, on est plongé dans nos problèmes. Et dans nos certitudes aussi, oui. Et on voit pas en fait que y a une autre façon de voir les choses. Exactement. Il y a d'autres portes à côté. C'est une très belle anecdote. Très belle anecdote. Est-ce qu'il y a un message pour clôturer cet épisode que tu aimerais transmettre, par exemple, à des femmes qui seraient passées par le même parcours que toi, ou des gens qui se reconnaîtraient, même pour tout le monde, quelque chose qui te viendrait comme ça, quelque chose que tu aimerais partager? Moi, ce qu'il est important de partager, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que dans la vie, rien n'est jamais défini et qu'on est vraiment créateur de notre vie à 100%, des bonnes choses comme des mauvaises. Et prendre la responsabilité à 100% de sa vie, c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas blâmer les autres pour ce qui nous arrive, que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et si on veut que notre monde extérieur change, il faut d'abord changer soi-même et aller voir en soi ce qui ne va pas. Et que si on change quelque chose à l'intérieur de soi, systématiquement, ça aura un impact et pour nous et pour les autres. Parce que on rayonne. Je prends l'exemple d'une maman, quand elle est heureuse, elle rend heureux ses enfants. Et inversement, quand elle est malheureuse, ses enfants, même si elle ne le dit pas ouvertement, ils le ressentent. Et donc, ce n'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme de penser à soi et de vivre pour soi. Parce que quand on est bien soi-même, on peut être bien avec les autres, on peut être bien pour les autres. Et que la première personne à laquelle on doit prendre soin, c'est soi-même. Et quand on prend soin de soi, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre aussi soin des autres et qu'on peut aider les autres. Mais tout passe d'abord par soi. Magnifique. Je pense qu'on ne peut pas mieux conclure cet épisode.
Merci pour ce message et bravo pour ce parcours, parce que, comme tu l'as dit, il y a eu à maintes et maintes reprises des épisodes très très sombres dans ton parcours depuis ton enfance, hein, et c'est vraiment très très inspirant. Ça m'inspire personnellement beaucoup de choses. Je pense que tout le monde se reconnaîtra dans une partie de ton histoire, plus ou moins, et c'est vraiment l'objectif. T'es arrivé avec cet objectif en tête d'avoir de l'impact, de partager ton histoire et transmettre cette valeur pour espérer pouvoir toucher des gens et les aider comme on a pu t'aider, comme ces orateurs ont pu t'aider. Je pense que c'est pas très ambitieux de penser que la mission a été accomplie. Je suis très très content de cet épisode avec toi. 3e épisode déjà, toujours le lien, le mail en première ligne de description. Envoyez-moi un mail, partagez-moi une partie de votre histoire et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Évidemment, je prends pas tout le monde, il y a beaucoup de candidatures et évidemment c'est compliqué, mais on fait le maximum, et même si c'est pas dans 2 mois, dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, ça peut être bien plus tard. Il y a aucun souci avec ça. C'est vraiment l'objectif de ce podcast, donner la parole à des personnes qui ne sont pas forcément mis en lumière, qui attendent peut-être de l'apprendre, mais qui n'ont pas l'opportunité. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc j'espère que ça t'a plu, que ça a été une expérience enrichissante pour toi. En tout cas, ça a été le cas pour moi, et je sais que ce sera le cas pour une grande partie de la communauté. Un petit mot de la fin avant de conclure cet épisode. Concernant le Discord, sachez que j'en ai très très peu parlé sur les réseaux, ni sur YouTube, très peu sur Instagram. On a ouvert en début d'année un serveur Discord très complet qui évolue de jour en jour. On est à peu près 700 à l'heure actuelle où on tourne ce podcast. Et si vous voulez commencer à mettre en pratique, comme tu l'as fait au cours des dernières années, mettre en pratique ces informations, toutes ces connaissances qu'on partage sur la chaîne, eh bien ce Discord est vraiment un lieu approprié. Vous rejoignez une sorte de nouvelle famille, des gens qui ne sont pas là pour vous juger, mais pour vous guider, pour vous conseiller. Il y a vraiment toutes les histoires, tous les parcours, tout un tas de vécus différents qui se complètent très bien, et il y a vraiment cet esprit de famille, cet esprit de groupe qui se développe de jour en jour, et j'en suis très très fier. Si vous voulez passer le cap, première étape, et mettre en pratique toutes ces informations, ce Discord est créé sur mesure pour cela, c'est gratuit, je mets le lien en description, vous trouverez tout ça, en description, et encore une fois, ce n'est que le début. Aurélie, merci pour ce podcast, pour avoir fait le déplacement et de nous avoir partagé ton histoire. C'est super, c'est très inspirant. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je tenais particulièrement à te remercier de m'avoir permis, donné l'occasion de pouvoir partager ça. Et j'espère que même si c'est qu'une seule personne que j'aurais pu toucher et inspirer, ce sera déjà pas mal. Et je pense que si chacun, comme je te disais tout à l'heure, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et si chacun à notre échelle on fait notre petite part, quand c'est multiplié, ça devient exponentiel. La métaphore du colibri. C'est ça, goutte par goutte, faire sa part. Exactement. Faire sa part, commencer par soi, et si on le fait tous ensemble, on aura un impact considérable. Peu importe la tâche sur laquelle on travaille, peu importe l'objectif, peu importe le rêve, si on s'y met tous ensemble, si on fait de notre mieux, forcément on ira dans une meilleure direction que simplement de se laisser aller, d'attendre que les choses nous arrêtent, se produisent par hasard, tombent du ciel, nous tombent dans les mains. Ça se passe pas comme ça, tu l'as prouvé à travers ton parcours, et c'est une certitude, ça se voit, ça s'entend, ça se ressent dans ta voix et sur ton visage. T'es loin d'en avoir terminé, t'as beaucoup de choses, c'est certain, tu te lances continuellement à l'aventure. Même là, tu cites il y a 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, de retour à zéro. T'as vraiment pas peur de te confronter à l'inconfort, si tu veux. C'est ça, tout à fait. Et encore une fois, je pense que c'est la racine de toute grande réalisation. Oui, devenons acteurs de nos vies et plus spectateurs. Parfait.